Salam alaikum, frérot. Wa alaykoum salam wa Ça va rahmatullahi wa quoi? barakatuh. Ziad, Bah, alhamdoulilah, barakallah fik. ça va quoi? Tranquillou et toi? Mashallah, mashallah. Bon, sans plus attendre, on Toujours. va commencer, hein. Les retardataires ont toujours tort. Bismillah, bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Les frères et sœurs, aujourd'hui, petit live. Euh, Mashallah, j'ai invité le frère Ziad parce que je sais qu'Allah Mabarek, c'est un frère ouvert d'esprit avec qui justement on va pouvoir échanger et parler en toute honnêteté, en toute fraternité et pouvoir se dire certaines vérités que malheureusement on peut pas dire avec tout le monde. Alors, si vous avez entendu, ces derniers jours, il y a eu des petites polémiques. Euh, la sortie du président tunisien, on avait un peu parlé la dernière fois. Non, Bref, j'étais c'était pas là là, dans le j'avais live une qu'on émission à ce on a parlé moment-là. de la sortie du Je sais président plus, je sais tunisien. plus où est-ce que T'étais pas j'étais, là. mais ouais, non, j'étais pas là. T'étais pas là. Voilà. La sortie du président tunisien envers les subsahariens. Après, vous avez vu tout ce qu'il y a eu après ça, hein. En Tunisie, beaucoup d'actes de racisme. Subhanallah, tout à l'heure, j'ai vu encore que non, le président de l'association des Ivoiriens en Tunisie, il a été tué, tu vois. Donc, ces propos-là, ils ont eu une grande répercussion ben, envers les Renois qui sont là-bas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont subi des actes de racisme. Après ça, aussi, il y a eu l'autre, la Bassem, avec sa BAHL, et je voulais qu'on en reparle. Je voulais qu'on en reparle aussi, qu'on aborde aussi ce sujet aujourd'hui. Euh, Parce qu'en fait, et c'est surtout ça, hein, le sujet de base que je voulais qu'on aborde. Et en fait, c'est lié avec un peu avec les propos du président tunisien. Je rappelle un peu les propos du président tunisien. Il avait dit en quelque sorte que il y a un complot qui est mené contre son pays. Et ça fait environ une centaine d'années qu'il y a un complot qui vise à changer la composition démographique, faire passer la Tunisie d'un pays arabo-musulman à un pays africain seulement. Et donc, suite à ça, il y a eu beaucoup de Renois qui ont été agressés, etc., etc. Et donc, pourquoi je fais un lien entre cette histoire et Bassem, etc., c'est que moi, j'ai remarqué, après, c'est mon expérience à moi. Donc là, je vais faire part de mon expérience et c'est moi ce que j'ai pu voir tout au long de ma vie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de mon expérience, je voudrais te dire quelque chose parce que quand, quand par exemple, je vais mentionner en bien les pays du Maghreb, comme le Maroc où j'ai vécu 7 ans, etc., tu as des Renois qui vont dire, ouais, espèce de noirade, etc., nanani, nanana, tu te prends pas un arabe et tout. Et lorsque je vais donner une critique positive à mes frères du Maghreb, bah, j'ai reçu souvent dans les vidéos, là, j'ai reçu pas mal dans les commentaires, etc. Ouais, tu caches, en fait, sous couvert d'islam, tu caches ton racisme, etc. Pourquoi tu parles pas des Noirs qui sont racistes contre les Arabes, et tatati, tatata. Donc, il y a toujours des mauvais commentaires. Donc, bref, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, je tiens à dire que euh, les croyants, nous ne sommes que des frères. Les croyants, nous ne sommes que des frères. Les maghrébins qui sont musulmans et qui croient en Allah, en son messager, au jour du jugement dernier, c'est mes frères. Et quand on est des frères, il faut pouvoir crever l'abcès et se dire certaines vérités. Si aujourd'hui, la communauté musulmane, on est là où on en est, c'est parce qu'à chaque fois que on a voulu dénoncer certaines vérités, il y avait toujours
des voix qui me disaient, faut pas parler, ça va créer la fitna, etc. Donc, au bout d'un moment, faut parler. Ce truc de faut pas parler, c'est bon. On n'est plus en 2009, etc. Il y a des choses qu'il faut qu'il soit dit. Donc, moi, pour rentrer dans le vif du sujet de mon expérience, c'est que moi, j'ai remarqué, franchement, avec le temps, que, et c'est pour ça que j'ai invité le frère Zied, parce que le frère Zied, il a écrit un livre où il relatait certains de ses problèmes, que dans la communauté musulmane, il y a un certain, moi j'appelle le maghrébisme, après lui m'a dit on dit le maghrébinisme, mais moi je dirais ouais, un certain maghrébisme. Et je veux dire comment moi j'ai pu voir que ce, ce maghrébisme-là, comment je l'ai vu? Déjà, moi j'habitais dans le nord de la France. Dans le nord de la France, j'ai grandi dans une ville où, dans ma jeunesse, tu vois, bon, j'arrive en Ile-de-France, où il y avait beaucoup de Marocains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marocains, tu vois. Et c'est vrai que malheureusement, euh, parfois, tu as certains euh, frères du Maghreb, ils ne s'en rendent pas compte, mais euh, ils, 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 euh, ils s'approprient un peu l'islam. C'est pas dans le sens où, par exemple, moi, ma sœur, quand elle voulait se convertir à l'islam, euh, on pouvait lui dire, ouais, mais vas-y, tu vois, la السلام عليكم. kahloucha, qu'est-ce que tu vas te convertir à l'islam, etc. Tu vois, des وعليكم propos السلام de la sorte. ورحمة الله وبركاته. ورحمة في وعليكم قاعد الله لاباس عليك واش السلام ورحمة لاباس الله وبركاته. كيف الحال أخي؟ بخير؟ مزح الحمد لله. بارك الله فيك. كل شيء مزيان. Ouais, donc, ma sœur, quand elle voulait se convertir, et ça, par exemple, on lui avait dit, quelqu'un lui avait dit des propos, ouais, qu'est-ce que tu vas te convertir à l'islam, le kahloucha, etc. Donc, il y avait bah, et surtout dans les villes où les villes, elles étaient à forte tendance maghrébine, parfois il allait y avoir ce côté-là où bah, les Maghrébins, ils allaient plus ou moins être entre eux. Après ça, à la base, c'est pas une mauvaise chose parce que quand quelqu'un voilà, il a la même culture que toi, vous parlez presque la même langue, algérien, tunisien, etc. Vous avez des cultures qui sont proches, c'est tout à fait normal, tu vois. Mais quand ça reste dans un certain degré, quand ça dépasse le degré qu'il faut, ben, des fois, voilà, moi, je parle de mon expérience vraiment, hein. Quand j'ai grandi, dans la ville où j'ai grandi, c'est que on s'approprie un peu l'islam, comme si l'islam, ça nous appartenait à nous. Et qu'est-ce que tu vois, le kahlouch, qu'est-ce que tu vas rentrer dans l'islam, etc., etc. Et là, en fait, j'ai vu que ces choses, elles se reproduisent avec Bassem, dans le sens où lui, déjà, il focalise sa dawa et tout ce qu'il fait sur les sœurs du Maghreb. Ça, c'est. Après, on peut être endogame, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal avec ça. Mais nous, en tant que croyants, euh, les croyants ne sont que des frères, tu vois. Donc, je suis d'accord que l'on combatte le métissage industriel, etc. Mais de là à ne ne s'occuper que des femmes qui seraient de sa communauté, c'est comme si moi, il y a des sœurs parfois qui viennent me poser des questions, etc. L'autre jour, il y a une sœur qui était d'Algérie qui est venue, qui m'a posé des questions, des problèmes qu'elle avait avec son mari. Jamais je vais regarder sa مم. couleur de peau. t'entends moi je t'entends parfaitement très خويا. bien moi. Je bug. Vous m'entendez? Ouais, d'accord. Jamais je vais regarder sa couleur de peau. Euh, Jamais je vais regarder son origine. Pour moi, c'est ma sœur. Et en fait, normalement, c'est ça que l'on doit prôner. C'est cette fraternité. Et ben, en fait, ce que Bassem
il est en train de créer, c'est Frère, ça un genre existe de depuis longtemps, cluster frère. Frère, ça entre existe depuis maghrébins. longtemps. Et donc, c'est pour ça que... Non, ouais, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais sauf que avant, Ah non, c'était un c'était truc pas c'était caché, voilà, c'était Mohamed. un peu caché, Tu veux que etc. Tu vois. je vais te donner Que l'exemple lui, il de est mon en train de grand-père. remettre ça. Attends, Bon, on va dire que attends, laisse, c'était pas vu laisse, aussi, laissons c'était Mohamed pas Lamine vu finir en grand l'introduction, comme après on va pouvoir commencer. ce que je suis en train de dire. Mais ça existe depuis longtemps, tu vois. Ouais, ouais. Donc, moi, bon, malheureusement, tu vois, on va l'appeler un peu ce maghrébisme-là, c'est vrai que surtout ceux qui ils peuvent très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ils peuvent très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, après, alhamdoulilah, tu vois. Et par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, voilà, en fait, parfois, on va ressentir, on ressentait un peu un rejet chez certains maghrébins. Et par contre, j'aimerais souligner que ça, c'est un problème très français, parce que moi, j'ai pas vu ça au Maroc. Dans le sens où, quand j'étais jeune en France, bah, les maghrébins, tu vois, c'était assez complexe, etc. Et il y avait ce côté de vouloir un peu s'approprier l'islam. Et pour certains, hein, je suis pas en train de faire l'amalgame avec tout le monde n'est pas comme ça, hein. Euh, Arrêtez d'être trop dans l'émotion. Chacun s'écoute, c'est mieux. Ouais, t'inquiète, Akhi. Pour l'instant, tout va bien. Donc voilà. Et par contre, je disais que quand je suis allé au Maroc, j'avais peur que ce soit pareil. Et à mon grand étonnement, Attends, j'ai redis-le, vu un Mohamed. Pull grand up. accueil des Marocains, Redis-le. une gentillesse des Marocains. Il l'a dit. Ouais, ouais, voilà. Quand je, quand je suis allé au Maroc, je me suis dit, tu sais, j'étais réticent. Parce qu'en fait, à cause de ce que j'avais vécu en France avec certains maghrébins de France, voilà, j'étais réticent. Mais je suis arrivé au Maroc. Pour moi, le Maroc, c'est le pays le plus accueillant que j'ai fait au monde. Les Marocains, voilà, tellement gentils, tellement bienveillants. À chaque fois qu'ils voient mes enfants, ils font une invocation à Allah Islah. Il y en a qui donnent de l'argent. Ils aiment trop les enfants. Voilà, quand je suis arrivé en Égypte, Tu peux j'avais le dire que mal du t'as été Maroc. Tellement les marocanisé, hein. Marocains sont gentils, etc. Et, euh, et- ouais, non, franchement, Harry. Et tu vois, je disais tout à l'heure que lorsque je vais faire des éloges sur le Maroc, je vais avoir des Renois qui vont me dire, ouais, t'es un noir arabe, t'es un vendu, etc., etc. Et parfois, tu vois, quand je faisais des vidéos et tout ça sur le Maroc, il y a des frères, il y a des Marocains de France et de Belgique, parce que c'est pas des Marocains du Maroc, hein, des Marocains de France et de Belgique qui me lançaient, ouais, tout ça, pourquoi tu rentres pas dans ton pays? Euh, ouais, qu'est-ce que tu fais là-bas? On veut pas de noirs chez vous. Voilà, ils me fatiguaient. Et voilà, qu'est-ce qui m'aidait à tenir? C'était que, en fait, j'ai vécu au Maroc 7 ans et les gens, ils ont été trop gentils avec moi. J'étais à l'université, mes profs trop gentils. Je faisais des stages à l'hôpital parce que j'ai eu mon diplôme de kiné au Maroc. Wallah, il est patient, trop gentil avec moi. J'ai tissé des liens avec des gens au Maroc. Franchement, nous, ça avait vraiment rien à voir avec l'ambiance que j'ai vue en France avec certains Maghrébins. Et par contre, je tiens à préciser que dans les villes où les Maghrébins ils sont mélangés avec les Renois, lorsque je suis arrivé en Île-de-France, à Clichy-sous-Bois et tout, c'était vraiment différent que lorsque j'étais à Amiens. C'est qu'à Amiens, ils étaient en surnombre. Ah, t'étais à Ça veut Amiens, dire incroyable. que c'est vrai que ça faisait un peu la hagra, tout ça, tu vois. Surtout, ouais, à Amiens, ouais. Surtout les Français, bah, il y a des frères de Lyon, tu vois. Les frères de Lyon, où il y a deux frères français de Lyon que je connais. Et ils me disaient, Wallah, ils me disaient, frère, ils me disaient, si tu savais, tu vois, comment ça a été dur de grandir avec des Maghrébins et tout ça là-bas, des Maghrébins, des Maghrébins de manière générale. Et ils me disaient, franchement, c'était très, très dur. Donc, moi, lorsque j'ai fait une analyse et lorsque je vois la prédication de Bassem, et malgré que ce soit quelqu'un, comme il a dit, le frère Abou Hamed, c'est un pervers avéré, tu vois des gens
qui le soutiennent, qui sont derrière lui et qui disent heureusement qu'il est là, etc. Et voilà, franchement, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, j'ai l'impression que, et un point à préciser, beaucoup d'imams, beaucoup Euh, d'imams, tu vois, en France, ils sont un peu complaisants avec lui. Ils sont un peu complaisants avec lui. Ouais, ils lui disent pas les choses clairement, tout ça, tu vois. Et parce qu'il y en a, ils ont peur qu'on dise d'eux que c'est pas des Maghrébins solides, c'est des vendus, etc., etc. Donc voilà, moi, c'est l'introduction que je voulais faire. Et ça, c'est ce que je vois, ce que j'ai vécu et ce que j'ai l'impression qu'il y a. Il y a certains, bon, il est en train en train de mettre en avant un certain maghrébisme. Et en fait, c'est comme si les autres gens, c'est pas de ça, on n'est pas de ça, on n'est pas de la même communauté islamique, tu vois. On fait des rappels, on se concentre sur les sœurs du Maghreb, les autres, on s'en fout. Euh, tout ça tourne autour du Maghreb, tu vois. Alors ça prône l'islam, mais en quelque sorte, tout tourne autour du Maghreb. Donc voilà, les frères. Bon, vas-y, on va commencer par Ziad un petit peu. Salam alaikum Qu'est-ce à que t'en tous, penses un peu? toutes et à tous. Juste avant de commencer, moi je voudrais juste une chose, Ouais, parce comme ça, que ça c'est des débats qui sont passionnants et à mon avis on aura des passionnés, ça c'est sûr. Donc moi ce que vraiment j'aimerais, et déjà premièrement déjà c'est un respect envers Mohamed Lamine, c'est qu'on ne se coupe pas la parole. Si on a un truc à dire ou quoi, feuille, stylo, on note et on revient sur ça, machin là, là. Vraiment il faut qu'on enlève la passion de nos propos et qu'on respecte celui qui nous invite. Déjà ça fait partie du bon comportement parce que j'ai vu énormément de live, de trucs, enfin de direct, pardon, parce que faut que j'arrête l'anglicisme, c'est pas bon. De direct, d'émissions, etc., où les gens se coupent la parole, ça part en cacahuète et tout. L'idéal serait vraiment qu'on puisse tous s'entendre. Donc, ceci dit, moi, comment dire, je vais juste revenir dans un premier temps sur les propos du président Kais Saïd en Tunisie, la momie. Moi, je l'appelle la momie. Euh, comment dire, faut savoir une chose, c'est que ce mec-là, c'est le spécialiste de l'enfumage version 177 000.0. Nier qu'il y a des problèmes en Tunisie avec les Renois, ça c'est pas ça le sujet. Il y en a un depuis longtemps, il est institutionnel et il est populaire. On va dire ça comme ça. Il y en a un d'État et c'est-à-dire au niveau de l'administration, au niveau des décès, parce qu'on sait qu'il y a des cimetières qui sont réservés essentiellement aux Noirs, etc. et tout. Enfin bref. Et au niveau du peuple, parce que comment dire, moi à titre personnel, bon même s'il y en a avec qui j'ai pu échanger, qui me disent oui mais ça te concerne toi et tout, moi je sais il y en a eu beaucoup dans mon cas. Moi quand j'ai eu mes enfants, parce que mes 3 enfants sont métissés, et moi j'ai eu au propos d'un membre de ma famille qui a fait que j'ai mis une croix, ça fait 10 ans sur la Tunisie, depuis que j'ai entendu ce propos, tu vas pas me ramener des singes dans ma baraque. Ok, bah écoute, le gorille, il ne peut plus venir alors, dans ce cas-là, tu vois. Donc, moi, j'ai mis une croix sur ce pays. Vous traitez mes enfants de singes, eh ben, vous les verrez jamais, et cette terre ne les verra jamais, parce que on sait l'actif de la Tunisie avec nos frères et sœurs euh, comment on appelle ça, pas subsahariens, mais voilà, d'autres couleurs ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans un premier temps. Le deuxième truc, on va revenir sur Kais Saïd, le président, c'est que c'est un spécialiste de l'enfumage. Pourquoi je dis ça? C'est que ce gars-là, à chaque fois qu'il y a un problème en Tunisie, c'est un complot. Il y a eu un problème je crois que c'était l'année dernière, où il y a plusieurs mois en arrière, mais il me semble que c'était l'année dernière, où il y avait une montagne d'ordures à Sfax, dans la ville de Sfax, sur la côte est tunisienne. Il y avait une montagne d'ordures comme ça, c'est de la faute. Il y a un complot contre les ordures en Tunisie. Enfin, il y a un complot contre la propreté en Tunisie. Ah mais je vous parle ça, hein. Allez vérifier. Hein. Il y a, comment dire, il a enfermé des gens. Comment dire, il a bloqué comment ça s'appelle, le Parlement, toutes ces choses-là. C'est de la faute des gens qui ont été corrompus. Il y a eu un complot au niveau de l'État. Il y a eu, comment ça s'appelle, il y a eu aussi un autre truc, c'était un complot. Maintenant, il y a eu ça, et ben c'est un complot
engagé contre la Tunisie pour changer, soi-disant, l'origine arabo-musulmane, etc. Et tout. Déjà, dans un premier temps, il faut rappeler une chose, c'est que la Tunisie, ses origines ne sont pas arabes, ses origines sont berbères, déjà dans un premier temps, et ça c'est moi qui le dis et qui l'assume, voilà. Pardon. Elle a des origines berbères. C'est pas parce qu'un peuple parle une langue que forcément cette langue, enfin la langue d'autres, que tu prends la culture des autres. Moi, je suis bilingue, je parle anglais. Est-ce que ma culture elle est anglaise? Non, je rejette même l'anglicisme de mes mots français. Quand je parle français, je parle français. Quand je parle arabe, je parle arabe. Quand je parle anglais, je parle anglais. Khalas. Donc voilà. Ça, c'est un premier temps. De deux, si la langue arabe est arrivée au Maghreb, c'était essentiellement pour une cause, c'était l'islamisation de la Tunisie et des pays après qui ont été, voilà, l'Algérie, le Maroc aujourd'hui, Mauritanie, et on descend un petit peu plus bas. Ça, c'est dans un premier temps. Ils ne sont pas venus pour imposer leur culture. On est venus pour imposer l'islam. Après, il y a peut-être eu des dérives, etc. Allahu a'lam, ça, je laisse ça à ceux qui sont plus calés ou des historiens ou quoi que ce soit. Mais l'intention de base, c'était pour propager l'islam. Ensuite, quand le président dit que, comment dire, c'était un complot pour effacer l'identité arabo-musulmane, mais j'aimerais rappeler à ce neuneu et à tous ceux qui sont venus me péter les ronfles quand j'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne, qui me disent non, tahiyatoun, ce machin, les mecs qui ont rien compris en fait, vraiment les désaxés du bulbe, ils sont vraiment déconnectés de la réalité, des espèces de primates de la réflexion, qui sont venus, enfin, qui n'ont pas compris que en 80, je crois que c'était l'année dernière, ou c'était avant l'été, ou peut-être pendant l'été, je sais plus trop quoi, ils ont fait voter une constitution où ils ont sorti l'islam en tant que religion d'État. Ils l'ont sorti. Il a fait tout un boulga pour expliquer que les religions n'appartiennent pas à l'État mais au peuple, etc. et tout. Mais ça veut tout dire. Le président, je sais pas si c'était avant lui, non c'était, je sais plus c'était lequel. Je sais pas. Enfin bref, c'était un des présidents qui s'appelait, ouais voilà, voilà, qui est sûrement en train de se faire châtier dans sa tombe. C'est cette pourriture qui disait que la Tunisie n'a aucune histoire avec le Coran. Il avait dit ça, ouais, c'était il y a 3-4 ans. Ouais, il blasphémait dans ses allocutions, il sortait des trucs d'eau. Et c'était un gars, c'était le président de la Tunisie, mais à côté, il avait des parts, et je crois qu'il avait même la majorité, et il était actionnaire majoritaire, pardon, dans la bière tunisienne, Celtia, ceux qui la connaissent. Donc on vous donne à peu près le personnage, hein. On vous donne à peu près le personnage. Les propos Voilà. qu'il avait dit quoi, Sepsi, il avait dit, celui qui dit que le Coran est notre constitution, il se Voilà. Il y a certains trompe. trucs comme ça. Notre constitution, ce n'est pas le Coran. C'est pas celui qui est mort, là? Constitution, Ouais, c'est lui. c'est notre Voilà. constitution. Je termine. Le truc, mais il avait dit, c'est pas le Coran. Ouais. Ouais, il est Ensuite, mort, il y a eu, En plus, il est mort. ou avant lui, Il je est sais mort plus pas si c'est longtemps après avoir dit avant ça. lui ou ensuite, il y a eu Marzouki. Marzouki, lui, c'est quelqu'un qui, quand on lui disait c'est quoi votre religion, il a dit moi, ma religion, ou ma vie, etc., je l'ai appris dans le RER, dans les bars, les bistrots et dans les universités en France. Donc ça te pose pose le truc. Donc déjà, premièrement, voilà, mais ce président est un complotiste, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais c'est assez bizarre qu'il n'ait pas été relayé par. Il n'y a que, certes, c'est un média de l'extrême gauche, les filles, machin et tout, c'est le média, la chaîne de médias sur YouTube, c'est eux qui en ont parlé. Je crois qu'il y a eux qui en ont pas. Il n'y a que eux qui en ont parlé en invitant un journaliste tunisien qui a expliqué tout ce que je suis en train de vous dire là, parce que ça vient pas de moi. Et du coup, j'ai vérifié un peu les informations. Donc ça, c'est au niveau étatique, c'est-à-dire c'est au niveau de l'État. Maintenant, au niveau du peuple, il faut savoir une chose, c'est que les Tunisiens, et moi je l'entends depuis tout petit, au bled, je l'entends, ils sont profondément racistes. Khalas. Il y a pas, moi je viens des montagnes, c'est encore pire. C'est encore pire. Très riche, ça veut dire en gros les cafards au pluriel, le khoul, le groud, tu vois. Le khoul, bon, en gros, les négros, le groud, c'est-à-dire les singes au pluriel. Tout ce que j'ai entendu, il ne pouvait y avoir qu'une rupture en tant qu'adulte, moi,
et en ayant des enfants qui sont métissés. Il pouvait y avoir qu'une rupture entre moi et cet endroit. Voilà. Donc ça c'est dans un deuxième temps. Et on en arrive à un autre Tunisien qui défraie la chronique. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les Iantes, mais il défraie beaucoup la chronique. C'est Bassem. Et ce mec-là, faut savoir une chose. Ce mec-là, j'ai partagé là, je l'ai mis à regarder dans ma story. Ce mec-là, il est sur tous les sites porno disponibles en France. Vous tapez Bassem Braiki porno, vous allez voir. Vous allez voir. Allez. Mais bien sûr, c'est lui, c'est la vidéo, il est en train de, excusez-moi d'expression, il est en train de téter une paire de nibards. C'est lui. Tu vois, il dit c'est l'heure du hlib, machallah, machallah. Il est sur tous les sites pornographiques. Déjà, rien que ça, ça devrait donner la teneur du personnage. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est un mec qui frappe les femmes. Il s'est marié avec une meuf en décembre 2022, ils ont divorcé, non, décembre 2021, ils ont divorcé en janvier 2022. Elle a découvert dans son téléphone des conversations avec un travelot à Lyon, mais elle a dit des conversations, elle a dit je vous dis pas le reste, parce qu'apparemment ça est beaucoup plus loin qu'une conversation, et c'est pas la première, hein. C'est un mec qui frappe des handicapés, c'est un mec qui détourne des cagnottes, c'est un mec qui a fait de la prison. En prison, il tournait en promenade avec les pointeurs, avec les cachetonnés, les violeurs, parce qu'il avait peur de descendre en promenade, il allait se faire mettre à l'amende, etc. Il y a des gens qui sont venus se séparer, il est en train de pleurer, s'il vous plaît, me frappez peu, et il fait son dur. Mais vraiment, moi, c'est confirmé, un gars de Corba où il était enfermé, il m'avait confirmé l'année dernière, et j'ai réécouté une vidéo tout à l'heure, subhanallah, en plus. Ce mec-là, il s'est mangé une patate, la France. Je pense que même Macron, il a dû l'avoir, celle-là. Il s'est mangé une patate par un mec, un soldat. Moi, j'appelle ça un soldat, moi. Moi, j'appelle ça un soldat, c'est un guerrier. Voilà, on devrait lui remettre la Légion de la Street, pas la Légion de l'honneur. La Légion d'honneur, ou je sais pas quoi, là. Il lui a mis une cacahuète, il a dit, viens, devant tout le monde. Alors que le gars, il était tout seul avec sa meuf, Bassem était avec tous ses potes. Tranquille, je fais rien. Et il est pas parti au restaurant, il est parti se cacher dans les toilettes. Il s'est enfermé avec son pote qui s'appelle Pocho. Ils sont enfermés, le mec qui fait 1m10, hein, son pote Pocho. Ils sont enfermés dans les toilettes le temps que ça se calme, machin, là. Voilà, Halimatung. Exactement. Il y a les ninjas. Moi, je s'appelle les ninjas, Sadek et tout. Parce que les ninjas, c'est les gens qui débarquent en général la nuit pour te faire un boulot. Voilà. Les ninjas, ils sont envoyés par le maître, etc. Ils sont arrivés, ils lui ont fait un boulot. Ils l'ont éclaté, il était en sang. J'ai une pneumonie, un truc comme ça. Bassem qui ne sait même pas réciter le Coran. Je t'ai envoyé la vidéo, Mohamed Gamine. On avait l'impression que le gars, il récitait les cantiques d'Harry Potter, tu vois. Le mec, il a plus attiré des genoux sur lui qu'il en a écarté en restant Ayat al-Kursi. Tu vois. C'est incroyable. Non. Mais frérot, mais l'hébreu, écoute, on a reçu un rabbin, Gabriel Agaï, qui t'explique que l'hébreu, il n'y a pas de kha, c'est ha, comme les arabes. Par exemple, shalom aleichem, ça n'existe pas. Tu vois, c'est shalom aleichem. Tu vois, c'est ça. Il y a beaucoup d'arabes dedans, tu vois. Mais donc c'est pas de l'hébreu. C'est pas de l'hébreu. C'est pas du tout de l'hébreu. C'est une langue, on sait pas. Je sais pas. Il faut avoir les substances illicites qu'il a dans le corps et le degré de folie qu'il a pour pouvoir créer une nouvelle langue comme ça. Je sais pas. Alors peut-être qu'il a créé un concept, je sais pas. Une nouvelle religion, peut-être qu'il va écrire un livre, voilà. Ensuite, l'autre chose c'est quoi? C'est que faut parler aussi, et après j'en aurais terminé parce que j'ai beaucoup pris la parole. Faut revenir sur l'historique familial. Son père est un escroc. Il est interdit de rentrer en Tunisie. Il avait créé une association je sais pas quoi, l'entente Rhône-Alpes Tunisie machin. Il a détourné des sous à mort. La Tunisie, ils ont mis une croix sur lui et sa femme, c'est-à-dire sa mère. Ils sont interdits de rentrer en Tunisie. Son frère, il est adjoint à la mairie de Vénissieux. Il y a des histoires sur lui pour des détournements de biens publics. Son frère, elle s'appelle Biram Braiki. Sa sœur, elle avait ouvert des auto-écoles sur Lyon. Les gens sont venus s'inscrire en masse. Elle a fermé quelques mois après, elle s'est barrée avec à Dubaï. Aujourd'hui, à Dubaï, elle est au placard. Pareil, pour des escroqueries, machin, tout, nanana. Et ils ont fait remonter ces histoires de France et tout. Donc, je crois qu'elle va être rapatriée, je ne sais trop quoi. Donc, c'est dans ses gènes, le boug. C'est dans ses gènes. C'est familial. C'est des escrocs. C'est, comment dire,
Et donc voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de lui donner de la visibilité pour répondre. Je vais terminer sur ça justement parce que c'était ça la fin de mon plaidoyer. C'est que c'est pas lui donner de la visibilité, c'est vous faire comprendre à qui vous avez affaire en général. Parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui l'écoutent, parce que moi j'ai été choqué qu'il y ait énormément de gens qui viennent me dire d'accord, c'est vrai que c'est une ordure machin, mais il faudrait peut-être dire qu'il dit aussi des vérités machin nan. Toute personne, écoutez bien ce que je dis, toute personne qui valide ne serait-ce qu'une virgule de ce personnage est mon ennemi. Faut le savoir. Même une virgule. Parce que tomber dans le piège de la manipulation, il y a encore une fois que, on va dire, les primates de la réflexion, je les appelle comme ça, pour tomber dedans. Et donc moi, je ne supporte pas de parler avec des gens qui insultent mon intelligence. Allah Azza wa Jalla, il m'a donné un cerveau, j'ai envie de le rendre intact. C'est pas pour me fatiguer avec des gens qui me disent que il y a un fornicateur qui mérite de se faire fouetter dans une terre islamique, qui se ferait couper les mains, qui machin nanana, qui s'en prend aujourd'hui à nos petites sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que ce qu'il est en train de faire avec sa BHL ou je sais pas trop quoi et tout là, il y a des gars de l'extrême droite qui reprennent. Et il y a un terme qui s'appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que si demain ces gens-là, ils s'en prennent à nos sœurs, ils se font attraper par la police, ils disent écoutez, regardez, c'est quelqu'un de chez eux qui dit qu'on peut s'en prendre à elle. Il y a des gens qui ont des rancunes, qui se sont fait avoir peut-être par des, je sais pas, qui ont divorcé avec des femmes voilées, qui leur font la misère aujourd'hui avec les enfants, ou qui les ont trompés, machin, nan, qui entendent un mec qui vient avec un discours comme ça, le gars va se lever, il va aller fumer son ex. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut aller très très loin. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ce gars-là est un danger, et je le dis et je le répète, il faut l'éradiquer d'Internet. Et s'il faut l'éradiquer physiquement, on l'éradiquera physiquement. Pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui me disent, tu devrais aller t'en prendre à d'autres personnes, machin. Non, les autres personnes, elles sont pas musulmanes. On doit leur faire da'wah. S'il comprend pas et qu'il continue et qu'il veut s'en prendre de manière physique à nos frères et sœurs, on va aller l'éradiquer de manière physique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais là, ce mec-là, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a révélé le Coran, où il a révélé, les livres ont été révélés aux prophètes. Pourquoi? Parce que en gros, c'était pour effacer le mensonge. Je fais un petit parallèle, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'était pour effacer le mensonge. La vérité descend, le mensonge s'efface. D'accord? Et là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut nettoyer d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Il faut d'abord nettoyer ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a aussi cet argument, oui, mais ce qui se fait à l'intérieur, vous dit, ce qui se fait de bien dans la communauté, vous ne le relevez pas. Mais ce qui se fait de bien dans la communauté, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de le dire. C'est entre la personne qui l'a fait, Allah Azza wa Jal. Si ça doit être vu, ce sera vu. Voilà. Mais il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Parce que le premier, quand tu regardes les chutes des nombreux empires, des royaumes, machin là, c'est d'abord des ennemis de l'intérieur, les traîtres, qui ont donné les informations, ou qui ont capturé quelqu'un, ils l'ont exfiltré, ils l'ont ceci, ils l'ont cela. Voilà. C'est toutes ces choses-là. Il faut d'abord éradiquer, faire le ménage de l'intérieur, déjà de manière intellectuelle, c'est-à-dire en dénonçant ces méfaits comme on le fait ce soir. Puis, si le gars ne comprend pas, parce que moi je vais passer à la prochaine étape, là, j'attends qu'il y ait encore quelques petites informations qui arrivent, il faut aller, si les pouvoirs publics n'agissent pas, eh ben nous on va le faire. Parce que eux, ça les arrange de nous voir se bouffer entre nous. Et pour une fois, j'ai envie de dire, alhamdoulilah, tant mieux. Voilà, il faut profiter de cette occasion. Et j'en reviendrai plus tard sur une vidéo et j'ai terminé par rapport à ça. Par respect pour le frère Barakallahu Ahmed, fik. qui est On un va peu plus écouter âgé que El moi, Guilmi. je vais le laisser prendre la parole. Tafadal, akhi. Vas-y, vas-y. Barak. Il est en mode palpatine ce soir, Abou Ahmed. Attends, je vais Bah, on- chercher mon truc là. Il est en mode pull-up là. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Déjà, alhamdulillah, je pense que on met le doigt sur un problème sur ce qui se passe en France. Moi, je vais parler de mon expérience par rapport à cette question de la communauté, des Maghrébis par rapport à la communauté musulmane en France. Moi, c'est pas compliqué. Je connais la problématique vraiment depuis que je suis sur les réseaux. Parce que moi, je me suis converti au Sénégal à Touba. J'ai été immergé en milieu Wolof, plus particulièrement.
Donc, j'étais très loin, vraiment très, très, très loin de toutes ces questions-là. Et à la limite même, euh, pour par exemple du racisme qui peut exister euh, chez les Maghrébins, peut-être je vais choquer. Euh, euh, comment dirais-je? Pour moi, c'est un truc dont j'ai plus entendu parler qu'autre chose. Peut-être une fois, Et tu l'as pas vécu, tout à quoi. l'heure, j'y réfléchissais en me disant, ouais, il y aura le live et tout ça. J'essaie de me rappeler si j'ai déjà connu. Peut-être une fois quand j'étais au collège. Mais vraiment, il y a longtemps. Et c'est même pas moi, en fait. Est-ce que c'est à moi ou à quelqu'un qu'on avait fait la remarque? Une surveillante qui disait d'un mec qu'il était beau gosse. Et le gars a dit, ouais, mais c'est un khal. J'ai dit, alors, il peut être beau. Maintenant, en dehors de ça, Mhm. Mais hein, t'es dans quelle ville jeune? Si c'est pas indiscret. je venais d'arriver à Paris. J'étais dans Et le t'étais 11e dans quelle arrondissement. ville jeune, si c'est pas indiscret? Ah, d'accord. Ouais, Paris, ça c'est vraiment des phénomènes que tu vas avoir dans les villes comme Montpellier, c'est Bordeaux, Lyon, où où ils sont Ouais, non, en surdose, tu vois. En mon ami, Île-de-France, franchement, ça se il y tape a quand vite fait, même hein. Tu dis certains une trucs, bonne il y a des osmose bagarres, entre hein. les Noirs et Et les ça va Arabes. loin, les bagarres, en plus. Donc moi, je sais pas, en matière de ressenti, j'ai toujours vu ça de très, Ouais, très c'est le loin. carnaval. Et même la communauté musulmane, ben, je l'ai très peu connue sous le prisme maghrébin. Ma mère, elle, beaucoup, parce que quand elle s'est convertie, elle a beaucoup fréquenté des maghrébins par le biais du Cerci, ou sous l'Eddin, maintenant qu'à Saint-Denis. Mais sinon, vite fait, quoi. Moi, il y a des trucs qu'elle me disait, ça me paraissait bizarre, en fait. Elle me disait qu'il y a des problèmes dans la communauté, et ça va venir sur cette question de maghrébinisme. Je dis, mais c'est bizarre, moi, je vois pas ça autour de moi. En fait, c'est parce que c'est des problèmes qu'il y a beaucoup au sein de la communauté maghrébine qui deviennent les problèmes des musulmans, au final. Mais si tu vas voir des Pakistanais, tu n'auras pas ça. Si tu vas voir au Sénégal, Mali, tu n'auras pas ce problème. Ça aura d'autres problématiques. Mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, quand on parle du problème des femmes dans la communauté, c'est pas compliqué. Mohamed Lamine, je sais très bien, il y a beaucoup de personnes qui suivent, souvent c'est des gens d'Afrique de l'Ouest, etc. Si tu compares entre ce qu'on va dire des sœurs maghrébines, par exemple, on va prendre un cas concret, tu prends la polygamie, les maghrébines, elles en parlent comme presque d'une légende, à part celles qui ont vraiment un grand-père ou de la famille là-bas, qui sont encore polygames. Mais ici, quelle maghrébine connaît un cas de polygamie dans son entourage immédiat? Ça va être un soninké ou voire un peu, grand maximum. Donc, quand par exemple les sœurs qui parlent de polygamie vont réagir d'une certaine manière, Mm. souvent le plus souvent, c'est quoi? C'est des sœurs d'Afrique de l'Ouest parce qu'elles ont connu ça, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Celles pour qui ça s'est bien passé, elles mettent en avant. Celles pour qui ça s'est mal passé, elles vont mettre en garde, etc., etc. Donc en fait, il y a vraiment ce côté-là où moi j'ai commencé à voir et effectivement il y a des trucs moi qui m'étonnent et je vais le dire clairement. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Moi, par exemple, je ne me vois pas marier avec une maghrébine pour une seule et unique raison. Je ne comprends pas la communauté maghrébine. Je ne connais pas, j'ai jamais été immergé dedans. Culturellement, je ne les connais pas. Et vraiment, dans les rapports hommes-femmes, il y a des trucs qui m'échappent. Je les analyse de loin. C'est-à-dire que moi, je suis issu d'un milieu fanonien. C'est-à-dire que mon père, ma mère, mon père est l'un je crois même membre fondateur du Cercle France Femmes en Martinique. Donc moi, en fait, la manière d'analyser en fait les populations comme ça, j'ai très été immergé dedans. Donc je regarde, mais le problème c'est que je me dis, je suis pas légitime pour en parler. Je parle d'Afrique de l'Ouest, oui, parce que ça fait 20 ans que je suis limite les gens quand ils me parlent avec moi, il y en a ils croient que je suis sénégalais. Une fois que je leur dis je suis entier, ils comprennent pas ce qui se passe. Je comprends pas. Comment ça se fait? T'es qui? T'es quoi? J'arrive pas dessus. Euh, ce qui fait que il y a des trucs que j'analyse, je me dis peut-être que c'est ça, mais je comprends pas. Et des fois, en fait, les frères, quand je discute avec eux, je pose des questions pour avoir des réponses, pour être ça. Qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça va, pourquoi il y a telle situation, comment ça se fait. Je suis remonté loin, je me suis dit que le problème homme-femme, peut-être que ça remonte à la Reconquista. Quand Grenade est tombée, la mère je sais plus comment elle s'appelle, l'émir, elle voit en train de pleurer, elle dit, pleure pas comme une femme parce que tu n'as pas pu te défendre comme un homme. Et on voit qu'il y a un rapport qui est pas forcément évident. Et c'est vrai qu'effectivement, sur cette question de rapport homme-femme, ce que disait tout à l'heure Mohamed Lamine,
il y a, c'est au-delà de l'endogamie. L'argument de l'endogamie, c'est pas qu'il tient pas, c'est que c'est au-delà de ça. C'est vraiment l'idée que il y a une crainte de perte des femmes qui est beaucoup plus fort qu'en Afrique de l'Ouest. On sent que c'est comme si il y avait un manque de confiance en soi. Et on dit, mais moi, j'ai jamais suivi Bassem, mais j'étais déjà tombé sur une vidéo de lui il y a longtemps de ça, où il s'en prenait aux rappeurs maghrébins qui font des clips de rap dans lesquels il y a des sœurs maghrébines qui dansent dedans. Je crois qu'il s'en était pris à Booba parce qu'il avait fait une phase, ouais, je vais à la beurette pour les chichas ou je sais plus quoi. Enfin, excusez-moi, je sais même pas ce qu'il a raconté. Enfin, bref. Je me dis, mais c'est bizarre, en fait, cette réactivité. Parce que tu vas chez d'autres populations, les gens sont beaucoup plus sereins. C'est-à-dire, ouais, bon, tu veux une meuf de chez nous, pourquoi pas? Et on va dire comme ça, c'est toi, moi, par exemple, tu me dis une Antillaise ou une Sénégalaise, Mais, comme ça, je mais viens, Abou prends. Ahmed, Après, il ne faudra pas pleurer parce que te voyant, connaissant les femmes de chez nous, je ne suis pas sûr que tu assumes. Que tu assumes à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Parce que les femmes de chez nous, elles sont comme ça, comme ça, comme ça. Elles sont aimantes, elles sont bien, mais mon pote, si tu appelles sur pas là, 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 elle va te marcher dessus. C'est par exemple les Noirs en général, les différents peuples noirs. On sait que quand nos femmes aiment bien se mettre avec des blancs, pourquoi? Parce qu'elles peuvent leur marcher dessus. C'est un petit peu un préjugé qu'on a. Donc en fait, ouais, ouais, je crois ils ont, aussi. ils ont, ils ont le même, ils ont le même Et, Maghreb aussi. donc je me dis, il y a un truc qui m'échappe en fait. Après, je me dis une autre chose, et je pense que c'est important, et ça, on va plus parler du racisme. Je pense qu'il faut peut-être aussi prendre la chose d'un point de vue historique. D'un point de vue historique, de regarder l'histoire. Parce qu'il y a, sur la question de la couleur de peau noire, il faut savoir qu'il y a des questionnements, c'est aller assez loin en fait. Aller se demander est-ce que c'est un défaut à l'image d'être aveugle ou d'un handicap en fait. Parce que sur des questions de mariage, est-ce que une fille blanche qui se mariera avec un noir ou inversement, est-ce qu'il pourrait estimer que c'est un défaut et donc il pourrait demander à faire annuler le mariage? Alors bien sûr, quand tu étudies avec des savants, ils vont t'expliquer que c'est lié au contexte, que c'est une question de critères de beauté ou que c'est une question de... Dans la société, les gens étaient plus ou moins, ils n'apprécient pas la couleur de peau noire. Mais ça va assez loin parce qu'il y en a qui se sont posé la question, mais est-ce qu'un prophète peut être noir, sachant que on estime que la couleur noire est un défaut? Qu'on prend par exemple aujourd'hui, un mec qui est un noir qui se lève, qui est leader, les noirs vont le suivre. Mais est-ce que les autres vont le suivre? Parce qu'on se pose la question concernant le prophète, alayhi salatu wassalam, il faut qu'il soit exempt de tout défaut, c'est-à-dire que lorsqu'il se dresse, il se lève devant la population, on a envie de les suivre. Donc ils doivent être beaux, ils doivent être éloquents, ils doivent avoir des qualités de noblesse. Un prophète ne peut pas être issu des plus basses catégories de sa population, etc., etc. Donc en fait, même au sein de la communauté, avant même peut-être de parler au niveau des Maghrébins, il faut déjà regarder qu'est-ce qui s'est passé de manière vraiment plus historique. Le deuxième aspect, et moi c'est de mon point de vue, et je parle en tant qu'anti et converti, la chose qui m'inquiète le plus dans tout ce phénomène-là, c'est le rejet de l'arabe et de l'arabité. Parce que les gens veulent affirmer leur identité non arabe sans poser la question de qu'est-ce que l'arabité. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que parmi les hadiths qui sont rapportés sur les qualités des différents peuples, il y a un hadith qui parle de qui doit diriger la communauté, qui doit avoir la magistrature, qui doit avoir l'aspect spirituel, et les Quraysh ont la direction politique, les Ansar ont la magistrature, et les Habashi ont le Adhan, donc l'aspect spirituel. Mais c'est très schématique, il ne faut pas s'arrêter juste à cet aspect-là. Autre aspect, on sait très bien que les Quraysh, alors il y a une divergence qui est posée, on sait historiquement pourquoi plus ou moins, mais le dirigeant, le khalif, doit être pris chez Quraysh. Quraysh, il faut savoir que des Quraysh, il y en a dans tout le monde musulman.
dans tout le monde musulman sans exception. Vous allez en Afrique, on marche dans la rue, je vous me présente quelqu'un avec son nom de famille, on sait que c'est un Quraysh. Il y a des noms de famille, des Haïdara, des noms de famille comme ça. C'est des gens qui sont sonniqués, qui sont wolofisés, c'est-à-dire culturellement, ils ont changé de culture, ils se sont désarabisés, mais dans le Nassab, c'est des Arabes. De même, le phénomène inverse, il y a des gens qui ont un Nassab qui n'est pas arabe, c'est-à-dire que ça ne remonte pas aux tribus arabes qui étaient connues comme étant arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui se sont arabisés par le biais de la culture, de la langue, etc. Donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète, on va dire la finalité, ce que je vois derrière, l'inquiétude, c'est cet aspect-là, le fait que on en vienne à cette shu'ubiyya, on va dire, de nouvelle nature, où on se fait la guerre entre musulmans sur la base de l'ethnie, de l'appartenance raciale, et on s'en prend plus particulièrement aux Arabes pour les empêcher de diriger en disant non, vous n'êtes pas légitimes, etc. Parce que historiquement, on a été très très durs les uns avec les autres. Et souvent, les Arabes, on leur tapait dessus volontiers en disant nous, les convertis, on est meilleurs que vous, par exemple. Inversement, les Arabes, en fait, c'est même pas seulement les Arabes, il y a eu des inventions de hadiths. Il y a des hadiths qui ont été inventés pour blâmer les Arabes, pour blâmer les Perses, pour blâmer les Noirs, etc. Et la dernière chose, c'est le phénomène d'apostasie. C'est-à-dire que par ce biais-là, les gens qui vont être estimés comme étant non arabes vont en venir à apostasier. Donc, effectivement, il y a la question du kémétisme chez les Noirs, chez d'autres. Il y a la question du kémétisme chez les Noirs, mais quand tu vas chez les Turcs, il y a le panturquisme, il y a le ci, le ça, etc. Et c'est... Ah ouais, ouais. Ouais. Les Turcs, ils ont un grand problème avec les Arabes. Depuis l'Empire ottoman. Mais moi, j'ai une question pour El Gilmimi, justement, avant de laisser réagir. C'est que par rapport à tout ce qu'il vient de dire à Ahmed, il y a des choses très intéressantes. C'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, chez les Maghrébins, il y a une jalousie, une grande jalousie pour la femme maghrébine. Et à la base, c'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'après, parfois, cette jalousie, est-ce qu'elle n'est pas parfois un peu exagérée? Ça, c'est un point de ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit aussi, Abou Ahmed, c'est qu'en fait, on se rend pas compte que ce racisme-là, que parfois le racisme qu'il peut y avoir au sein de la communauté, c'est-à-dire que certaines personnes, ils arrivent, même quand tu leur dis que, par exemple, tel compagnon, c'est un noir, pour eux, dans leur tête, ça n'arrive pas à passer dans leur tête. Ou quand tu vas leur dire que Moussa, alayhi salam, il se peut qu'il était noir, ça va pas passer dans la tête de certaines personnes. Et donc, toi, El Mimi, par rapport à tout ce que l'on a dit, qu'est-ce que tu pourrais, ce serait quoi un peu ton témoignage en tant que t'es Bon, déjà, Marocain, fier de premier l'être, temps, comment أعوذ tu بالله من vois tout الشيطان ça? الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est un sujet qui est intéressant. Pour te répondre, Akhi Al-Aziz, Akhi Mohamed, le sujet en fait des femmes dans la population maghrébine, c'est un sujet qui est très très important. C'est-à-dire que Yani, moi je vais prendre le Maroc parce que c'est mon pays et j'y suis pratiquement tout le temps. Alhamdulillah. J'ai des connexions au Maroc et si Dieu me le permet, c'est de vivre intégralement au Maroc parce que c'est mon choix au détriment d'autres personnes qui font ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Par rapport aux femmes, le sujet il est très important parce que on considère nous dans notre culture marocaine que la femme elle a un signe particulier et peut-être à tort. C'est qu'elle porte en fait l'héritage familial en elle, c'est-à-dire toute une éducation et c'est-à-dire toutes les limites, c'est-à-dire le serrage de vis est beaucoup plus imprimé par rapport à l'homme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que la femme maghrébine, elle a vraiment par rapport à l'homme, c'est-à-dire elle est une écho
un exemple de ce qu'est une famille et de l'éducation que peut donner par exemple une maman et un papa, etc., etc. Donc c'est pour ça que généralement, ce rapport de, comme tu l'as dit par tes propres mots, et c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, c'est-à-dire que peut-être par une jalousie, peut-être même qui peut des fois tomber dans un caractère très malsain, faire en sorte que on choisisse quelqu'un qui va être quelqu'un de chez nous parce que et ça rentre dans ce cadre d'endogamie parce que justement ils partagent la même culture, les mêmes traditions, la même langue, le même patois, etc., etc. Et donc c'est ce genre de choses-là, c'est-à-dire même toute la dynamique comportementale. Moi, j'ai toujours dit que, par exemple, un Soniké va agir d'une manière parce que sa culture Soniké est fondée de cette manière-là. Et par exemple, une personne, par exemple, moi je suis sahraoui, on va avoir des différences, par exemple, avec quelqu'un qui vient du Rif. Tu vois ce que je veux dire? Des différences même culturelles sur certains points et qui vont être, qui vont tout de suite se faire ressentir. Et moi, je connais, par exemple, au sein même de mon territoire, le Royaume du Maroc, et dont je suis très fier, euh, comment ça s'appelle, j'ai vu même des traits comportementaux, par exemple, d'un frère à moi qui est sahraoui de Tantan, et qui s'était marié avec une femme de Casablanca, une femme de bonne famille, et j'ai tout de suite, tu vois les différences qu'il y a. Il y a tout de suite des différences tous les 100. Parce que justement, c'est deux zones géographiques où, même si on partage cette question, ce que je dirais, de marocanité, eh ben, il va y avoir des différences, que ce soit en termes de comportement. Euh, C'est-à-dire que généralement, nous, les Sahraouis, on a les traits très fermés. C'est-à-dire qu'on est physiquement, on est fermé parce que notre éducation nous a poussé à être dans ce morphotype-là, etc., etc. Moi, j'ai été élevé à la baguette en bois par mon grand-père, Al-Hajj, rahimahullah, et par mon père, c'est-à-dire vraiment un caractère très dur, voire même beaucoup plus dur que je peux voir, par exemple, dans des familles qui sont originaires un peu plus dans ce que j'appelle la zone orientale, etc., mais qui sont aussi de très bonnes familles et qui sont généralement des shérifs, etc., etc., dans cette zone-là. Et donc, il y a des différences. Et chez nous, je le dis, que les gens l'acceptent pas, etc., etc. Chez nous, les Sahraouis, que ce soit du Maroc, de descendants de Guilmim jusqu'à en rentrant dans les zones un peu Al-Mourabbi, donc c'est dans les zones de Mauritanie, il va y avoir un racisme très clair, c'est-à-dire que chez nous, vous ne verrez jamais, ou que très peu, des mariages entre une femme arabe de chez nous qui va se marier, par exemple, avec une personne qui est subsaharienne. C'est quasiment impossible dans les zones géographiques telles qu'on les connaît. Alors peut-être dans les pays qui prônent le multiculturalisme, comme la France, ça peut exister, mais dans nos zones même, je le dis, et j'ai traversé tout le Maroc de toutes les zones, il me reste juste la Gouira à traverser, ce qui est un peu plus difficile parce que les autorités ne peuvent pas me faire rentrer comme cela, parce que bon, c'est une zone où il y a un conflit qui perdure, mais ce n'est pas le sujet. J'ai jamais vu dans les familles, etc., que j'ai pu visiter, des gens de ma tribu, etc. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai jamais vu ça. Là, 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 Par là, tu exemple, les parles Rifis, j'ai que des Sahraouis ou beaucoup même des d'amis gens du Nord Rifis. aussi? J'ai jamais vu ce genre de choses-là aussi, chez les Rifis. Jamais vu. Maintenant, Ouais, chez les c'est filles. ça. Ouais, ouais, Mais ouais. Et les c'est Rifis, comme ça s'appelle. Le les Maroc, Rifis, c'est c'est un pour peu moi, spécial je aussi, le tu vois, parce considère que comme un pays insulaire. Mais c'est mon avis personnel. Chacun voit midi à sa porte. Par contre, la question entre une population subsaharienne, je déteste le mot noir, parce que pour moi, le mot noir, c'est un mot fourre-tout. Ça manque de respect aux cultures africaines, qui sont diverses et variées, première des choses. Parce qu'un Zoulou ne ressemble pas un peu. Montrez-moi les ressemblances, ça n'existe pas. Peut-être même sur une racine linguistique ou une famille linguistique, il peut y avoir, mais pour moi, ça n'existe pas. Euh, Par exemple, ce qu'on appelle les morts noirs, plus précisément au Maroc, on les appelle les Knawa. En fait, pourquoi cette population est beaucoup plus acceptée au Maroc que par exemple des migrants illégaux?
parce que dans tous les cas, ils se sont assimilés à la culture marocaine. Je connais des anciens Haratines, donc qui se sont totalement, soit dans certaines régions, berbérisés, donc ça veut dire qu'ils ont accepté la culture shluh dans leur gène, ou d'autres qui sont devenus des parfaits arabes et qui portent dra'a comme moi je la porte, c'est-à-dire l'habit traditionnel sahraoui, celle qui est tenue ample, etc. Peut-être que vous connaissez, notamment avec beaucoup de choses. Ouais. Oui, Mauritanie, dans toute cette zone-là. Donc, c'est des trucs qui sont visibles. Moi, personnellement, mon avis, il est très clair, c'est que cette jalousie, elle est explicable. Est-ce que maintenant, elle doit être condamnable? Là, il faut faire parler la religiosité. Mais moi, je le dis de façon très claire, moi, j'ai choisi le cas de l'endogamie parce que j'ai été élevé de cette manière-là, sans avoir une détestation, bien sûr, pour aucune autre population. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il nous a créés en peuple pour qu'on puisse s'entreconnaître. Donc, j'ai aucun problème de parler. D'ailleurs, j'ai un grand amour pour l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. C'est mon passe-temps, alhamdoulilah. Mais par contre, j'ai choisi personnellement le cas de l'endogamie. Donc, je suis marié avec une Marocaine comme je suis marocain, alhamdoulilah. Et parce que je veux que mes enfants, et c'est mon choix personnel, mes enfants se sentent pleinement marocains, de père et de mère. C'est mon avis personnel. Et alhamdoulilah, qui vivent dans le territoire du Maroc, etc., etc. Donc voilà, et je peux faire intervenir beaucoup de gens qui sont des descendants de Haratine et qui sont exactement dans la même optique que moi. Et qui sont typés noirs de peau, etc., etc. J'ai un ami à moi qui est un très très grand chanteur gnawa et qui est même dans cette optique-là et qui prône un peu ce truc-là. Donc moi, c'est comme ça que je visualise le truc. Et pour dire un autre point, l'idéologie prônée par Bassem Braiki, c'est une idéologie, ce que j'appelle c'est une idéologie parce que ces gens ont subi, parce qu'en fait, moi, mon grand-père, lorsqu'il est arrivé en France, il est arrivé dans les années 60, 50 à peu près, dans ces années-là, et il m'a dit que lorsqu'il a commencé à voir beaucoup de subsahariens arriver en France, c'était dans les années 70 où ils se sont installés dans les cités. À l'époque, moi, par exemple, à Nir-Gennevilliers, pour ceux qui connaissent, c'est un territoire, on le sait, de ipso facto, il n'y a pratiquement que des chlouhs, que des mgharba, que des Marocains. Dans Nir-Gennevilliers, tu vas par exemple au Luth, tu vas par exemple à la cité qu'on appelle la cité des Mourinous, comme ça s'appelle, c'est une cité qui, de façon très claire, moi, mon grand-père, tous ses voisins, c'était des Marocains, c'est la vérité. Ça, personne ne peut renier ce fait-là. Je vois même des gens qui sont contestataires. Mais c'est la vérité. Les premiers noirs qu'il a vus, c'est dans les années 70. Et il me l'a expliqué. Et en fait, les enfants, donc c'est-à-dire de ces grands-pères-là, ils ont subi, la première des choses, c'est qu'ils ont subi une déculturation de leur culture, une déculturation, peut-être pas linguistique, mais peut-être sur le plan intellectuel et sur le plan politique, où ils ont accepté certaines mœurs qui ont fait qu'ils se sont ouverts un petit peu dans ce multiculturalisme, que je dénonce pas, dans ce multiculturalisme, et qui a poussé une résurgence aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une poussée d'une pensée maghrébiniste, un néo-maghrébinisme qui prône ce que prône par exemple ce triste personnage-là. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand je dis à chaque fois, ne tombons pas dans l'anathème sans pouvoir expliquer pourquoi cette personne-là est risible. Il faut déjà faire comme ça s'appelle, tout le travail avant pour trouver un résultat, pour trouver un baume, etc., etc. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas de mener une guerre. Le but, c'est de pouvoir dire, il y a un problème, il faut virer le virus, tout en le soignant. Et tout ça, ça revient à quoi? Ça revient, et là je reprends à ce qu'a dit Abou Ahmed, que j'ai trouvé très intéressant, c'est revenir à la compréhension de notre propre culture. Quand moi je vois par exemple quelqu'un de chez moi, un Marocain, qui ne connaît pas sa culture,
c'est là que je comprends que cette personne-là peut tomber dans le maghrébinisme et pas tomber dans d'autres formules. C'est-à-dire cette haine assère, par exemple, aux subsahariens, etc., etc. Alors qu'un Marocain qui connaît sa culture, je connais ma culture, alhamdoulilah, et je sais que si je dis un mot, par exemple, sur une population comme les Peuls du Fouta, de l'Empire chérifien, et qui vivent actuellement à Tombouctou. Je renie, par exemple, des tribus qui sont envoyées par des rois comme ça s'appelle, de chez moi, qui ont envoyé et qui, comme ça s'appelle, vivent, par exemple, la tribu des Kunta, qui vivent à Tombouctou, etc., qui sont des Kadiri. C'est une réalité, ça. Le Maroc, il a été, pendant un temps, et c'est une réalité, il a été un melting pot, un pôle. Les caravaniers nigérians passaient par ici. Même, comme ça s'appelle, les Wolofs, lorsqu'ils sont sortis de la croyance du robe, montaient jusqu'à, par exemple, la ville de Guilmim. Il y a des histoires qui sont très belles, notamment dans cette ville-là, qui montaient pour vendre, par exemple, des dromadaires, etc., et qui vendaient toutes sortes d'épices ou de cornes d'éléphants, etc., qui les remontaient, etc. Ça, c'est des histoires qu'on connaît. Ça, c'est des histoires qu'on connaît. Je vous ai parlé des haratines, etc., etc. Ça, c'est le Maroc que moi, je connais, historiquement parlant. Ça, c'est le truc à retenir. Mais malheureusement, il y a des petits, et moi, je fais un travail, parce que je ne m'occupe pas des Algériens, des Tunisiens, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je me sens pleinement marocain, c'est mon problème à moi. Donc, je m'occupe des gens de ma communauté marocaine. Et je leur dis, s'il vous plaît, vous, Mgharba, vous petits qui ont pratiquement mon âge, s'il vous plaît, ne tombez pas dans des trucs comme cela quand votre histoire va à l'opposition de ce genre d'individu. Continuez à apprendre votre histoire, continuez à apprendre, comme ça s'appelle, si vous êtes shluh, le teshalhit, etc., etc., si vous êtes rifil, tarifit, etc., ou si vous êtes un arabe, apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe, le fosha, de la manière la plus par cœur qu'elle soit, etc., etc. Et là, on pourra parler, et là, vous serez pleinement des Marocains. Mais si vous êtes là à soutenir, et là, c'est mon dernier mot, c'est ma conclusion, si vous êtes là à soutenir des gens qui ne disent n'importe quoi, qui ne parlent même pas l'arabe, et qui vous parlent de maghrébinisme, c'est déjà un problème, qui ne parlent pas de tous ces langages-là et qui rentrent dans un formol presque patibulaire, là, ça devient grave. Et ça, c'est des choses à retenir. Moi, quand je vais et c'est la dernière phrase, moi, quand je vais dans la ville de Fès, je vais à la ville de Fès et je vais dans une certaine mosquée que certaines personnes connaissent. La moitié des gens qui sont dans cette mosquée-là sont des gens qui sont des frères et qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Les relations qu'on entretient même religieusement, les plus grandes relations religieuses que nous avons, elles ne sont pas avec nos frères tunisiens ou algériens. Elles sont avec nos frères de Dakar, du Sénégal, elles sont avec nos frères du Mali. Vous verrez le nombre de chers qui ont été, dont le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI Al Nasrou, qui a envoyé des chèques pour qu'ils construisent des mosquées un peu partout, au Mali, au Sénégal, etc., etc. C'est une réalité. La mosquée Hassan II à Dakar, pour ceux qui viennent de Dakar, a été construite par Sa Majesté le roi Hassan II, rahimahullah, et qui a été confiée notamment au calife général du Sénégal de la Tariqa Tijani. Ça, c'est ce genre de choses-là. Mais il y a des gens, ils oublient ça. Et je pense que ça vient aussi, et ça, c'est mon dernier point, d'une certaine compréhension du wahhabisme en France, parce que les gens se sont totalement déculturés. Ils ont oublié leurs traditions religieuses, ils ont oublié tout cela. Ils se sont totalement, religieusement, arabiquement parlant, tout ça, ils se sont totalement déculturés et ils ont adopté une nouvelle spécifique qui vient d'Arabie Saoudite et des nouvelles mœurs maghrébinistes telles qui sont prônées par Bassem. Et Bassem, il le dit lui-même, il se considère wahhabi. Il l'a dit. C'est chir de référence. C'est pas mes chirs de référence à moi. Enfin bref. Allah kouli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Dans ce que Bilal a dit, il y a plein de choses sur lesquelles il faut revenir, mais il y a un fait. Il y a historiquement, dans l'histoire de la communauté musulmane, on peut aborder les choses d'un point de vue historique
Et l'histoire va pas aller forcément en notre faveur. Clairement, si on prend, il y a un phénomène, il y a ce qu'on appelle les révoltes des Anges. C'est deux grosses révoltes d'esclaves qu'il y a sous le califat des Abbassiyoun. Et les Anges, en fait, ça désigne en fait les Noirs bantous en fait de la côte est-africaine, de la Corne de l'Afrique. C'est du Perse. Le truc en fait dans cette histoire-là, c'est qu'en réalité, on appelle ça révolte des anges, mais quand on écoute de plus, on rentre dans plus de détails de ce que disent les chroniqueurs, il s'avère qu'en fait, on les appelle anges parce que ce sont les esclaves et qu'à un moment donné, la plupart des esclaves qui étaient utilisés dans la région pour un travail qui était très, très pénible, très harassant, qui consistait à retourner la terre parce que la terre était saline, donc on voulait récupérer la terre qui était en dessous pour pouvoir la cultiver. Et ça s'est très mal passé. Les mecs ont fait une révolte et ils ont failli faire retourner, ils ont failli faire tomber le khalifa, etc., etc. Et en fait, il n'y avait pas, c'est même, le leader n'était pas un ange, parce qu'il paraît, serait plutôt un indien. Une grande partie, voire une majorité, en fait, des esclaves n'étaient pas des noirs, etc., etc. Historiquement, il y a vraiment un débat, c'est-à-dire que celui qui nie qu'il y a eu à un moment donné des questions de racisme au sein de la communauté musulmane, il se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. C'est faux. Et quand il va être face à quelqu'un qui connaît un petit peu l'histoire de la communauté musulmane, il va se faire démonter. Surtout quand tu as quelques macaques qui prennent des affaires au vol comme ça. Les Mamelouks, justement, c'est intéressant. Mamelouk, c'est un terme pour désigner les esclaves blancs, pas les esclaves noirs. Mamelouk, ça désigne les esclaves blancs, pas les esclaves noirs. Donc en fait, historiquement, on a vraiment une problématique. Et je vous ai dit, on a inventé des hadiths. Il y a des hadiths inventés sur les défauts des Noirs. Il y a des hadiths, par exemple, qui disent que les Noirs sont des voleurs. Des hadiths mawdoua. Et il y a toute une littérature pour défendre l'honneur des différentes populations musulmanes. Notamment, toute une littérature, il y a au moins 30 livres comme ça, vous pouvez faire un rayon de bibliothèque, que sur les qualités des Noirs. Ibn Jawzi en a écrit un, As-Suyuti en a écrit un, Al-Jahiz, Al-Mu'tazila en a écrit un, et il y en a d'autres grands savants, des savants de Makkah, des Shurafa qui en ont écrit. Donc en fait, il faut vraiment, déjà, que cette chose-là, ça soit épuré, ça soit dit clairement. Maintenant, est-ce que dans les populations maghrébines, jusqu'en Mauritanie, il y a un problème de racisme? Oui, c'est un fait. Maintenant, il y a des degrés. Comme l'a dit Ziad, c'est à peu près notoire, c'est un fait notoire que la Tunisie des pays du Maghreb est le plus raciste. On apprend des poèmes racistes en fait à l'école, en primaire. Des petits négros comme moi, qui sont à l'école là-bas, apprennent des poèmes racistes. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais vous allez parler avec certaines générations, ils apprenaient des poèmes racistes, ils peuvent encore vous les réciter. Et en fait, ces poèmes, je pense qu'il faudrait vérifier, mais ça doit être les poèmes de je ne sais plus quel poète qui insultait un émir qui lui était noir de peau. Donc c'est vraiment des choses qui doivent être posées, qui doivent être dites. Et moi, j'insiste sur un truc, et c'est vrai que beaucoup de noirs, par contre, ça, le n'admettent que très difficilement, effectivement, il y a un racisme qui va dans l'autre sens. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un racisme en réaction à, c'est totalement faux. Ne vous inquiétez pas que les noirs sont capables de mépriser les autres parce qu'ils considèrent qu'ils sont d'un peuple supérieur à l'autre ou qu'ils sont mieux que d'autres. Moi, ce que j'ai entendu sur les Maghrébins. Ah non, moi, je te parle de ce que j'ai connu. Franchement, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, les paroles méprisantes que j'ai entendues. Franchement, de manière générale, franchement, de manière générale, Ziad a pas fait trop par la parole, mais de manière générale, bon, moi je te parle de ce que j'ai connu. Franchement, lorsque tu vas prendre un papa soniqué, les soniqués, ces gens sont très endogames. Comme il dit tout à l'heure, il parlait de l'endogamie, tout à l'heure, le frère Bilal. Les soniqués sont très endogames. Et parfois, généralement, tu vois, en réaction, c'est vrai que ils vont dire non, comme un jour, il m'a dit, mon père, il m'a dit quoi? Il m'a dit,
les Arabes, ils sont mauvais. Parce que c'est pour ça qu'Allah, il a défendu le Coran chez tout ça. J'ai vu qu'ils ont ce truc. Regardez, moi, Moi, c'est cette ça. parole-là, là, Moi, Allah, il a défendu le Coran chez lui parce qu'il était Mohamed, mauvais, cette tout ça, parole-là, tu tu sais vois. très bien ce qu'elle veut Mais dire. j'ai l'impression. Moi, je vais Hum, te dire, c'est pas. En fait, il y a un truc que je veux dire aujourd'hui, normalement, j'aime pas trop en parler. Moi, les premiers qui ont commencé à me parler, les premiers qui ont commencé à me parler en mal des Maghrébis, c'est les anciens, c'est les anciens qui étaient venus étudier ici. C'est-à-dire que là, je parle, chez nous, les Mourides et tout ça, les Wolofs et tout ça, les gens qui sont venus étudier, t'en as beaucoup qui sont en fait euh, arrêtez avec ça. Je vous dis catégoriquement raciste et écoutez ce que je dis avant de réfuter. Comment ça s'appelle? En fait, il n'a même pas Mohamed. il y a un truc qu'a dit Bilal sur le fait que les Maghrébins étaient là avant. Bilal, il y a un truc qu'il n'a pas dit et je ne pense pas qu'on lui a dit. Les Marocains étaient peut-être, sûrement, probablement, très fortement moins touchés que les Algériens sur cette question-là. Mais quand ils sont venus ici, ils ne sont pas venus avec des femmes. Et la manière dont ils ont vécu ici, et vous demandez aux gens d'extrême droite qui vont vous parler de l'immigration, ils vont vous dire qu'il y a une immigration, ce n'est pas dû à l'histoire. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Il y a une immigration qui est arrivée et elle s'est assimilée. L'assimilation en question, et Allah, c'est particulier. C'est assez difficile d'en parler parce que j'ai envie de dire que le moins grave dont je peux parler qui est péché grave, c'est de savoir que la plupart des Maghrébins en fait étaient dans les bars. Qu'on les a ramenés à la mosquée, c'est qui? C'est les tablirs qui sont venus d'Inde. Que dans les mosquées, par exemple au 3000 à Aulnay-sous-Bois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 3 pièces, une pièce TF1, une pièce France 2, une pièce France 3. Les subsahariens sont arrivés, ils ont dit non, on a besoin d'une salle pour la mosquée. On a viré une télé. Après, au fur et à mesure, on a viré toutes les télés, les 3 salles sont devenues la mosquée. C'est-à-dire que, pour être clair, quand les subsahariens arrivent, l'écrasante majorité de l'immigration maghrébine qui était là était désislamisée. Et ça, ce que je vous dis, j'ai eu des témoignages, non seulement des tontons qui, lorsqu'ils prenaient la ligne 2, telle qu'elle est en plein air, voyaient les gens faire la queue au niveau de Pigalle, que des tontons algériens, moi, me l'a dit clairement, il m'a dit voilà dans quelle situation on était, etc., etc., etc. Maintenant, est-ce que, et moi je parle de ça simplement, c'est que est-ce qu'il y a un rejet des Arabes qu'on va trouver chez les Noirs? Me dites pas oui, c'est en réaction à non. Comme a dit Mohamed Lamine, on a descendu le Coran parmi eux parce que c'était le pire des peuples. Mais non, est-ce que ça, c'est pas dit en non, réaction aussi, parce que Mohamed? Parce que là, il y a un regarde, truc, c'est que Nahda a fait non, beaucoup de mal. regarde, La réforme a fait beaucoup de il y a mal. beaucoup de Parce qu'on a papas, présenté le temps de la Jahiliya d'une manière beaucoup de totalement papas, non, mais péjorative. regarde, il y a beaucoup de papas, mais regarde, il y a beaucoup de papas, après on va laisser l'aider à dire parce que tout à l'heure il attend sagement, il y a beaucoup de papas, en fait, les Maghrébins, surtout les Algériens, sont arrivés déjà, c'est historique dans le sens où les Algériens, ils ont vécu la colonisation très longtemps. Donc il y a eu une désislamisation qui a commencé déjà en Algérie. Ça veut dire qu'en plus que les Algériens, généralement, qui étaient envoyés, qui venaient en France, c'était des gens qui étaient, parce qu'en fait, le fait d'aller, c'était pour les Algériens, le fait Mohamed de Lamine, venir en France, ils Mohamed Lamine, ton micro il bug à mort. Ouais, reportage. de ouf. Ah ouais? Ouais, c'est En fait, ça grésille, mais de ouf. Je me rappelle, je m'entendais mieux là?
Attends, je crois peut-être il faut que En fait, il y a un truc qui est vrai, enfin, on pourrait dire qui est vrai. C'est qu'il y a un mépris. Si tu veux, déjà, quand tu prends en Afrique de l'Ouest, entre les différentes populations, il ne faut pas croire que c'est entre les Soninké, les Peuls, les Wolofs, les Djaranké, quand tu vas en Guinée, entre les forestiers, avec les gens du Fouta Djallon, etc., etc., il ne faut pas croire que c'est des cohabitations pacifiques. C'est très profond. Au Sénégal, pour parler des gens, des peuples qui sont au-delà de la forêt, etc., on parle de Niaque. Et c'est très méprisant. Donc, non, ce que je dis là, c'est qu'il ne faut pas infantiliser le délire des Blancs là, qui ont dit ouais, les Noirs, c'est des gentils enfants, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas des gentils enfants, c'est des adultes comme les autres. Ils peuvent être racistes comme les autres. Ah, très beaucoup. Et moi, je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. Terrible. C'est terrible. Ça, faut en parler. Ouais, ça va mieux, ouais. Je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. Un jour, en fait, on sort de la mosquée. On est des petits jeunes comme ça. On a peut-être les petits jeunes 20-30 ans, etc. Et il y a un tonton Soninké avec nous, un tonton algérien. Le tonton algérien nous dit, les enfants, vous devez apprendre l'arabe. C'est important l'arabe pour lire le Coran et tout ça. Et le tonton Soninké, il est oummi. Il ne sait pas lire. Et lui, il regarde le tonton algérien et il lui dit comme ça. C'est-à-dire que on aurait pu se dire, il a pris pour lui, entre guillemets. Et la réponse qu'il a donnée, c'est moi, je ne sais pas lire l'arabe, mais j'ai toujours prié à l'heure. Toi, rappelle-toi, quand moi j'allais à la mosquée, tu étais en train de rouler au milieu de la rue, tu étais bourré. Il dit ça devant nous, wesh. Alors que lui, il nous fait la siha. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais regarde, moi après on va laisser réagir Ziad. Moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que souvent, les Algériens sont arrivés avant, et les Algériens qui venaient en Europe, généralement, il y avait une certaine islamisation chez eux. Et donc, lorsque les Algériens étaient là, lorsqu'après les gens d'Afrique noire ils sont venus, ça a fait un choc des cultures. Et là, ils ont commencé à vivre ensemble. Et ça a été très compliqué. Moi, je l'ai vu quand je vivais en France, etc. Nous, notre culture africaine et la culture des maghrébins, ça passait pas. Nous, les gens de l'Afrique centrale, on a notre manière de vivre. Eux, c'est des gens du Maghreb, musulmans, etc. Ils ont leur mœurs à eux. Ça passait pas du tout. Et franchement, on a quand même subi des choses de la part de certains maghrébins. Les gens ils vont dire que je me victimise, mais bon, il faut dire les vérités. Donc, est-ce que certains papas d'Afrique noire ont envers les maghrébins, est-ce que c'est, moi je pense que c'est beaucoup de la réactivité. Parce que quand tout à l'heure Bilal disait oui, ils sont très endogames, etc. Les Soninké aussi, ils sont très endogames. Mais où les Peuls, ils sont super endogames, ou les Djaranké, t'es un Renoir, tu vois, je sais pas moi, nous en tant que Renoir, c'est compliqué, tu vas être marié avec une Peul, tu sais, ils sont très endogames. Mais un Peul qui sait qu'une autre Peul, elle est mariée avec quelqu'un d'autre qu'un Peul, il va pas ressentir de jalousie par rapport à ça, ou il va pas ressentir. Ouais. Alors que, chez certains maghrébins, on a ça justement que une maghrébine qui s'est mariée, même si c'est pas ta soeur directe, hein, il suffit que c'est une maghrébine. Il y a un frère, il a un frère malien, tu vois, il était avec une soeur du Maghreb, il me dit, des fois il passait dans certaines rues, c'était à l'époque, tu vois. Puis maintenant, on peut lui cracher, tu vois, on peut, pas sur lui, mais genre là, ils vont insulter la fille, ouais, qu'est-ce que tu fais avec un tahlouch, donc, ça veut dire que cette jalousie, elle dépasse même les limites du cercle familial. Les Noirs, ça va. En fait, si tu veux, chez les populations noires, ça va se manifester différemment. Après, on va pas. Là, on n'est pas là pour analyser ce qui se passe chez les Noirs, mais de comprendre que, en tant que Noir, lorsqu'on regarde les autres fonctionner, et là, je m'arrête pas au Maghreb, je prends les Blancs, je prends tout le monde. Faut qu'on arrête cette vision infantilisante qu'ont les Blancs de nous, en se disant, nous, on est mignons, on est touchants. C'est une vie. En fait, c'est pas compliqué. C'est la vision qu'a un Béquet quand il te dit le noir, c'est comme un enfant, il faut être dur et doux à la fois.
voient comme eux, ils nous voient, frère. Le degré d'aliénation, à tel point il est chez nous, il est fort. Hein. Non, mais ça, on va revenir dessus, c'est intéressant. Ouais, je sais même plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi je vais essayer de recentrer la discussion sur vraiment le sujet qui est qu'est-ce que pour moi le maghrébinisme? Et peut-être que Bigel ne sera pas d'accord avec moi. Moi je l'ai toujours dit. J'ai toujours été clair avec ça. Mes origines tunisiennes, mes origines d'Afrique du Nord, c'est des origines, mais c'est pas mon histoire. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le répète encore. C'est celle de mes parents. Sur ça, je suis clair, net et précis. Mon histoire, ma naissance, ce que j'ai vécu, ce que je vis et ce que je vivrai encore, ça se passe en France. C'est pour ça que moi, je suis très terre à terre par rapport à ça et je dis, moi, je suis français, d'origine nord-africaine. Je n'ai pas forcément des fois envie de préciser le pays, parce que pour moi, les histoires de frontières, machin et tout, c'est une véritable catastrophe. C'est ça qui a déglingué le Maghreb, parce qu'on parle de cette partie du monde et de l'Afrique en général. C'est ce délire de frontières, de ceci, de cela. Donc voilà, moi j'ai toujours dit français, originaire d'Afrique du Nord, et puis voilà par rapport à ça. Moi, je constate une chose, c'est que ce problème avec les Maghrébins en France, ce problème avec les Maghrébins de France plutôt, ce problème avec les Maghrébins de France, il est très simple. C'est que justement, pourquoi est-ce que j'ai commencé à dire ça? C'est-à-dire par rapport au fait que moi, je me sens pleinement français avec des origines. Pourquoi j'ai ça? C'est parce que les Maghrébins de France, ils sont totalement perdus. Mais complètement perdus. Ils sont nés dans un pays, on leur explique que ce pays-là, a fait du mal à ses ancêtres, c'est-à-dire à ses origines, etc. et tout. Et de l'autre côté, on a l'origine qui dit que on est chez nos ennemis, on doit baisser la tête, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, machin, nanani, nanana. Et ça crée des grands traumatismes, ça crée des troubles de l'identité. Voilà. Ça crée des troubles de l'identité. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus où t'es, et tu sais pas ce que tu vas faire plus tard. Parce que le repère identitaire, pour moi, le repère identitaire ou le repère territorial, on va dire territorial, pour se comprendre, identitaire, c'est un terme nouveau lié aux identités et tout. Mais le repère territorial et identitaire, pour moi, c'est la base de tout. Voilà. Pour moi, c'est la base de tout. Vraiment. Il faut te sentir bien là où tu es. Si tu n'es pas bien là où tu es, bah, il faut partir là où tu estimeras être meilleur qu'actuellement. Ce qui est tout à fait normal. Comme par exemple toi, Mohamed Lamine, et comme par exemple Bilal qui nous a dit que qu'il est assez régulièrement au Maroc, qu'il compte s'y installer. Ce que je salue, c'est tout à fait louable venant de vous les frères. Voilà. Mais voilà, le fait d'être sans cesse basculé entre deux eaux et de ne pas savoir où est-ce qu'on est, ça génère énormément de schizophrénie, qui est pour moi la maladie numéro 1 des musulmans en France, et plus particulièrement des musulmans d'origine nord-africaine, et de l'hypocrisie. Il y a énormément d'hypocrisie dans la communauté maghrébine. Moi, je vous dis juste une chose. Tous ceux qui disent, ouais, les Renois, vous savez, l'expression de Bassem, là, je les touche pas avec un bâton. Ramenez-le Beyoncé. Ramenez-le Rihanna. Ramenez-lui Nicki Minaj, je sais pas quoi. Mais il va te la désosser, frère. Il va laisser que les os. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Faut arrêter de se... Non, mais c'est vrai, frérot. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas fini. De ce que tu dis là, sur les Maghrébins, en fait, c'est pas propre qu'à eux. Ça, c'est propre aux jeunes d'Afrique noire. On a eu
cette schizophrénie que tu dis, ce trouble identitaire qui était aussi présent chez nous, parce que c'est la même histoire. On a tous subi la Après, colonisation, on est venu en bien sûr, France, mais et on est venu en France parce qu'on est moi, je te des donne pays mon qui avis ont été colonisés par la France. en tant que fils d'immigrés nord-africains. Parce que je ne sais pas ce qui se passe justement, par exemple, chez toi qui est originaire du Gabon ou d'autres. Tu vois, donc moi, je te donne mon avis. Après, si toi, tu me dis ça, moi, je sais pas, j'ai pas forcé. Ah ouais, non, mais bah, moi, si tu me le dis, bien sûr, je vais bien te Ouais, croire c'est parce que pareil, franchement, c'est c'est la pareil. même histoire quelque Ouais, part, tu franchement, vois. c'est pareil. C'est la même histoire. Après, voilà, moi, je mélange pas tout. Mais bon, bref. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tout à l'heure, on a parlé, et ça, Bilal, j'aurais aimé que tu le mentionnes. Euh, non, je renie pas mes origines, Nouakchott. Non, j'ai pas dit je suis d'origine française. Je dis je suis d'identité française. C'est pas pareil, tu vois. Et oui, je dis vive la France, bien sûr, vive la France, exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, en attendant, tu es en train de m'écrire en français. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est ce que j'appelle la schizophrénie du musulman en France. Hein. Donc dans ce cas-là, tu m'écris en mauritanien ou en arabe. Tu vois, donc bref, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Je vais pas rentrer dans ce truc-là. Moi, Bilal, ce que j'aurais aimé que tu mentionnes, euh, c'est cette éducation où on permet, on va dire, le garçon maghrébin, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, tu vois, mais la fille, c'est une grande inquisition. Attention, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de J'en ai dire qu'il faut parlé laisser d'hier, les hein. filles. Hein? J'en ai parlé si tu te rappelles bien, après. Alors, bah, peut-être. Alors, on va approfondir le sujet. Pas de souci. Attention, moi, ce que je suis en train de dire, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire qu'il faut accorder une liberté, machin, pareil à la fille comme au garçon. On est d'accord que dehors, la street, la vie de dehors, machin, etc. Tout, c'est un monde qui est, on va dire, c'est un monde qui est réservé aux hommes. Voilà. Et on sait que la femme, l'endroit où elle se sent le mieux, c'est son foyer. On est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Quand il y a un mec, un maghrébin, originaire du Maghreb ou un maghrébin tout court, qui va, excusez-moi de l'expression, qui va s'adonner au plaisir de mondain, voilà, au plaisir de la chair féminine, 24 sur 24, 7 sur 7, et qu'il n'est pas réprimandé par sa famille, et quand c'est une fille qui le fait, Et ah oui, non, mais avec, ouais, que ce soit des filles de sa communauté ou autre, ça, je ne sais pas, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment propre à eux, enfin, c'est propre à la personne qui le fait, ça, j'en sais rien, tu vois. Mais quand c'est des filles qui le fait, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, c'est comme c'est ceci. Bassem, Moi, pour moi, c'est comme égal. Bassem, tu vois. Un garçon Comme qui fait Bassem. zina, il doit autant se faire fouetter dans un État islamique qu'une femme qui le fait. Je suis désolé. Et ça, c'est un grand problème dans la communauté musulmane, c'est que la fille, il faut absolument qu'elle soit rabaissée, qu'elle se la ferme, qu'elle n'ait pas son mot à dire, qu'elle est, comment dire, qu'elle doit dépendre à 200% de son mari, dans tous les aspects, hein, que ce soit affectif, que ce soit financier, que ce soit, elle doit lui être soumise, mais totalement, complet. Alors que pour moi, la femme, elle doit être soumise à Allah Azza wa Jal, khlas. Et elle doit obéir à son mari, mais elle n'est pas soumise à son mari. Donc, quand à la télé, on a des Caroline Forest qui viennent nous dire que chez les musulmans, la femme doit être soumise, ils ne citent pas les Maghrébins, ils se servent de l'islam pour dénoncer l'état des Maghrébins. Parce que ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et peut-être certains doivent dire que je raconte n'importe quoi, etc. Mais c'est une réalité. Le Maghrébin, sa femme, il veut qu'elle ferme sa gueule. Point barre. Elle n'a pas son mot à dire. C'est tout. Il peut se permettre, je sais pas, peut-être ça a dû changer. Ouais, Ça a changé un ça je peu. sais pas. Mais moi, de Ça a ce que changé. moi j'ai vu là-bas au Bled et ici, que ce soit des membres de ma famille ou des proches, il faut qu'elle se la ferme. Il y a des mecs, il y a un pote à moi avec qui j'ai grandi, il a énormément de meufs autour de lui qui lui courent après. Mais c'est incroyable. Mais il n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Parce que toutes les meufs qu'il connaît, elles parlent énormément. Elles parlent beaucoup. Mais je lui ai dit, mais frérot, toi aussi tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup,
tu tires ton coup à gauche à droite, machin, nanana. Donc à un moment donné, voilà quoi. Donc il y a ce problème-là. Et il y a un dernier truc. Il y a un dernier truc, c'est que tout à l'heure je le regardais et je les salue, hein, les frères de la DDR, c'est-à-dire Dawa dans la rue de Côte d'Ivoire. Je suis abonné à leur chaîne là. Oustad Diané, moi, il me bute, il est trop fort. Et quand même les préserve et les récompenses pour le travail qu'ils font. Tout à l'heure, j'étais en train de les regarder, puisqu'il y avait Abdelmajid et il y avait Abdullah aussi qui était avec eux. Le cheikh Abdelmajid Kassogbia et Abdullah étaient avec eux quand les préserve. Ils font quasiment une fois par semaine. Ils ramènent des chapiteaux, ils invitent la communauté chrétienne à venir débattre, etc., etc. Mais il y a un truc que moi j'ai remarqué. J'ai fait les 3 pays du Maghreb. Je n'ai jamais vu des trucs comme ça. Dawa dans la rue comme ça, je n'ai jamais vu. Alors, peut-être que, moi, ça fait 10 ans que je suis pas rentré au bled. La dernière fois que je suis allé dans un pays maghrébin, c'était en 2018, je suis allé en Algérie. Je suis resté 5 jours. Mais je n'ai jamais vu ça nulle part. Parce qu'il faut savoir un truc. On va revenir sur la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays qui a voté oui à la nouvelle constitution à plus de 95%. Celle qui retire l'islam comme religion d'État. Faut savoir. La dernière fois, il y a des gens qui m'ont dit oui, non, il y a eu de l'abstention à mort. Non, ça c'était les législatives qui étaient juste après. On parle de la nouvelle constitution où l'islam a été retiré comme religion d'État. Donc moi, ces trucs-là, rien que ça, par exemple, le fait de faire une grande darwa dans la rue, que ce soit faire darwa avec les autres communautés religieuses, ou les laïcs, ou les communistes, ou les socialistes, ou faire tout simplement des rappels comme ça dans la rue, micro, ça n'existe pas. Les keufs, ils vont arriver, montent en l'air, tu vas finir au Habs, l'histoire, elle est finie. Ça, il faut savoir. Côte d'Ivoire, ils le font. Au Congo, ils le font. Au Sénégal, ils le font. Au Mali, ils le font. Au Burkina Faso, ils le font. Pourquoi est-ce qu'au Maghreb, ils le font pas? Ça, et d'où ma conclusion, c'est que l'Afrique dite subsaharienne a une plus profonde attache et un plus grand respect pour l'islam, même ses dirigeants, malgré que ce soit des corrompus, etc., et tout, mais laisseront toujours les musulmans faire leur travail. Et ça, c'est un truc au Maghreb que je sais, je ne l'ai jamais vu. J'ai fait à l'époque, j'ai travaillé à l'époque, j'étais 6 mois entre Agadir et Marrakech. Tunisie, j'y vais depuis tout petit. L'Algérie, je suis resté quelques jours. Et voilà, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu et on m'en a jamais fait état. J'ai posé la question, est-ce que ça, c'est des choses qui existent? Est-ce qu'il y a des darwas comme ça en pleine rue? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je sais pas. Donc, alors, Myriam Kabara, la Tunisie n'est pas majoritairement. Ça, j'en sais rien. J'en sais rien, mais il faut savoir une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, elle est dirigée par Alassane Ouattara, qui est un ancien du FMI. Le FMI, c'est le Fonds monétaire international. C'est ceux qui tiennent le monde avec BlackRock, machin et tout, toutes ces choses-là. Après, je suis pas. Attends, juste termine. Au Sénégal, ça se fait parce que le Sénégal, c'est plus de 90% de musulmans. Je pense que oui, ça, mais surtout dans les pays. Je pense que ça se fait surtout dans les pays en fait où il y a une coexistence chrétien-musulman qui est très présente. Oui, mais Abou Ahmed, justement, Abou Ahmed, c'est pour ça que j'ai précisé que le faire dans la rue, c'est pas essentiellement vis-à-vis d'autres communautés religieuses. Tu peux le faire pour les laïcs, parce qu'il y a énormément de laïcisme et d'athéisme en Tunisie. Il y a une vague en ce moment. Les communistes, tu sais, les différents partis, tu sais, après les partis politiques à venir débattre pourquoi est-ce que vous voulez pas de l'islam, ça n'existe pas. Comme on dit, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai problème. Comme on dit Zoblet, c'est-à-dire que tu essuies tes mains avec de l'eau et du savon, tu ne feras jamais ça. Alors, peut-être ça existe. Juste une remarque, Binti, excuse-moi, Binti, tu connais pas l'histoire de ta population. Les Diakhanké, vous n'êtes pas, les Diakhanké, excuse-moi, les Diakhanké ne sont pas convertis à l'islam. Les Diakhanké, ce sont des Soninké qui étaient issus de la haute caste des nobles, lettrés, musulmans, savants, qui au bout d'un moment sont détachés, on fait une ethnie à part. Va demander à tes griots, ils vont t'expliquer. Moi qui t'embrouille avec tout le monde en commentaire. Mais on va te laisser leur répondre après. Vas-y, Billy, réponds. En fait, j'ai écouté un peu ce qu'a dit le grand frère Ziad, qui est plus âgé que moi. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, franchement, les gars, je sais pas, vous êtes dans quelle zone africaine là, mais vos micros là, c'est pas bon. Hein. C'est bien avec vos micros, les frères. Moi, le bois de la
Moi, techniquement, le bois de l'étang, c'est pas de la Attends, vous France. m'entendez bien là? Ouais, ouais. C'est au bois de l'étang? Ah, t'as vu au bois de l'étang? Ah, dis! Ici, là. Au Ah, bois de Parle famille, des ça, gars pour voir là. si ça fonctionne. l'étang. Voilà, au bois de l'étang. Non, mais je rigole quand je dis l'Afrique, parce qu'on est en train de parler de ce continent, ça va. Et je dis un prénom. Dis, si tu me disais ça, je vais tomber par terre. Caliste. Fille de mon Non, peuple. non, non. Bigag, parle pour voir, Bigag. Ça fait longtemps que t'es au bois de l'étang? Ça a coupé. Il est où, Bilal? On n'entend plus là. Ouais. Bilal, on n'entend plus. Bah, après, Inch'Allah. Ça, c'est pas un Attends, contentieux. Mohamed, En si fait, t'as ce un qu'il faut bien contentieux avec comprendre, des gens c'est là, que lorsque on parle des différentes populations qui constituent la Ummah, il faut comprendre que c'est l'islam qui nous réunit. Or, force est de constater que plus ça avance, plus il y a une espèce de phénomène où mon appartenance à un peuple va prévaloir sur mon islam. Et ça, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. C'est ça le problème. Et, C'est ça le problème. mais moi, je vais te Alors, vous dire, m'entendez? moi, j'ai entendu, On est Wallahi, tous je l'ai des entendu frères de la dans bouche noire, je me sens plus proche d'un Bon. Congolais mouchrik que d'un Maghrébin musulman. Et même, je vais le dire, et ça, peut-être, ça peut choquer les gens, mais tu vois un Maghrébin, Kafir, même un gars, enfin, Bassem, c'est un problème, mais un Maghrébin, C'est un kafir je aussi. vais prendre le cas de Bassem, parce que je sais même pas s'il est musulman. Il est pas musulman, frérot, que tu me racontes. Mais je sais pas, enfin bref, un musulman le plus grand des fois, c'est qu'il soit, Eh, vous voulez. mais On va vraiment, pas- le plus on grand va des se faire fois, c'est qu'il tuer dans les soit, commentaires sur ça reste un musulman, je suis plus proche de lui que de l'autre là-bas. Et moi, j'en ai rien à faire, l'autre. C'est-à-dire que c'est pas, même chez moi, les Antillais, c'est-à-dire que mon peuple qui est chez moi, on se fait hagar par la France comme c'est pas permis. Il y a des trucs, ça me déchire le cœur. Mais t'as une bagarre, toi, t'es un musulman, t'as une bagarre avec l'un d'entre eux, frère. On envahit le pays, tu crois que je vais pas être là-bas pour envahir le pays? Mais d'où? C'est ça le gros problème. C'est qu'il y a un repli communautaire dans la communauté. Et c'était pas comme ça il y a une dizaine d'années. Il y a avant, tu vois, tu sentais comme cette ukhuwa, là, cette fraternité. Lui, vas-y, c'est un rebeu, mais c'est mon frère, hein, Allah Azzawajal, etc., etc. Aujourd'hui, il y a les gens, il y a des musulmans qui se métissent, il y a des maghrébins qui se maghrébinisent. Il y a un repli identitaire. Et en fait, chacun commence, au lieu de s'occuper de la communauté musulmane, en gros, chacun s'occupe de sa communauté, de sa sous-communauté. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Bilal est revenu. Ouais, nickel. Alhamdoulilah, pas de souci. Bon, bah, j'écoutais ce qu'a dit Ziad. C'était intéressant. Et je suis d'accord avec toi, Ziad, sur le fait que, par exemple, il est vrai que le zina par rapport au garçon, il est moins condamné que celui par rapport à la fille. Et ça, c'est parfaitement logique. Et moi, par exemple, j'en parle avec ma femme et c'est des trucs que nous, on est capable de le dire. Et comme je l'ai dit, et là, je parle à mes frères maghrébins, bien que j'aime pas ce mot-là, mais c'est mon avis personnel. Ce que je vous dis, c'est que dire une vérité, ce n'est pas comment ça s'appelle, se faire fouetter. Parce qu'il y a cette idéologie, et ça provient du maghrébinisme, c'est que dire ce qui se passe mauvais chez nous, c'est en fait comme ça s'appelle être se victimiser et faire le dos rond devant tous les gens qui sont en face de nous. Bigag, je peux me permettre vraiment un tout petit truc pour confirmer, pour ajouter même un truc à ce que tu viens de dire, parce que je suis totalement d'accord. Moi, dans mon premier livre que j'ai écrit, il y a un chapitre que j'ai appelé l'Ahchouma ou l'Islam. Et quand t'es petit au bled, par exemple, quand tu viens pour faire une bêtise ou tu viens pour faire quelque chose de pas approprié, on te dit, les gens ils te regardent. Alors que après, quand tu grandis, tu découvres l'islam, t'apprends, ittaqillah, ton Seigneur te regarde. Et donc le problème au bled, c'est la chouma. Tu vis ta vie en fonction des gens. Donc je pense que c'est ce que tu dis.
ما Attends, تحشمش. il نحي يدك ما تحشمش. ما تحكمش Moi, j'ai entendu toujours نحي يدك ما تحشمش. Honnêtement, t'as pas honte? Tu sais, de manger comme un sauvage, tu vois. Excuse-moi, Biga, je t'ai coupé. Ah ouais, Biga, sa connexion ce soir, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Abou Mouad qui est arrivé en plus. Abou Mahd el Oui, c'est vraiment. Il y a, euh, il y a vraiment un repli. En fait moi, Ah, mais peur qu'il y ait un complot là, contre là, la il y en communauté a, musulmane Les frères, Idriss, dans il est le là. but Idriss, il est là, de la il souffle dans la séparer, tête des gens. de la désunir. vous m'entendez, les frères? Et, Ouais. et les gens comme Bassem, et les gens comme Bassem, en fait, c'est des gens justement qui viennent alimenter ce Mais complot. t'as pas Ils entendu une divisent, fois cette ils histoire divisent grave. d'un taximan rebeu qui avait pris un juif et qui racontait comment, en fait, des fois, ils allaient, ils avaient des mecs qui allaient sur les réseaux sociaux et qui envoyaient des insultes comme ça. Et ils parlaient des Algériens et des Marocains entre eux. Bon, C'est-à-dire que il y a vraiment, Ouais, parce il y a que vraiment un délire, en l'Algérie fait. et le Maroc, Les gens non, essayent. le Maroc, mais Il y a après, vraiment un en conflit complot pour essayer de les déstabiliser. au oui, sein de la communauté musulmane. Et Voilà. moi, je pense que parce qu'il faut comprendre que il y a des moments où il y a des trucs, ça arrive trop bien. Ça arrive trop facile. Comment Tariq Ramadan, comment il tombe, pourquoi il tombe au moment où il tombe. C'est l'affaire MeToo, c'est l'affaire Einstein, Weinstein, ou je sais plus comment il s'appelle là. Et là où les musulmans, on a des paroles à dire sur ces relations hommes-femmes, de mettre des limites, etc., que tu n'as pas le droit de toucher la femme des gens, même pas le droit de la regarder, pas de la désirer, etc. Malgré tout, c'est assez ouf quand même de se dire que à ce moment-là, le mec qui aurait pu parler, bam, on le fait tomber pour des mœurs. C'est gros, frère. À un moment donné, dès qu'une parole islamique qui peut régler des problèmes, le riba, est-ce qu'on laisse quelqu'un qui s'y connaît en économie et qui a une connaissance de la charia sur c'est quoi l'économie d'un point de vue de l'islam, parler en fait? Tous les problèmes qu'on pourrait régler pour l'humanité, on empêche de le faire. Et nous, c'est arrivé, moi j'ai halluciné en fait, le moment où je me suis dit quand même que là on a passé un cap, c'est là où j'ai vu un mec, je sais pas de quelle origine il est, vraiment, je sais pas si c'est un Marocain ou un Algérien, parler des Noirs en disant ouais, ils s'islamisent. Quoi? C'est-à-dire que le mec, c'est-à-dire que là c'est du coufre. C'est le problème, on n'est même plus sur un problème de communautarisme, c'est-à-dire que le mec dit du coufre dans le sens où t'es un Noir, t'es pas censé être musulman. T'es taré ou quoi? Mais j'ai vu la vidéo. Ah, j'ai vu la vidéo. Je l'ai vue, elle est intéressante. J'ai vu tout ça. J'ai Ouais, vu la il y a vidéo. trois, Il y a, il y trois a, mois il y comme ça. a, il y a quelques. Mais j'étais débordé. J'ai J'ai vu dit, cette mais vidéo. qu'est-ce qui se passe là? Attends. Elle m'a Là, j'ai dit stop. sur les réseaux Là, on a sociaux. atteint un degré. Il disait que oui, normalement, vous ne devez pas. Il prenait les hadiths inventés que vous disiez sur les Noirs, etc. Qu'en grosso modo, vous ne devez même pas vous convertir, etc. Et en fait, tu vois tout à l'heure, quand tu disais que c'est vrai que certains de nos frères maghrébins, parfois, ils ne se rendent pas compte que moi, je dis dans une vidéo que j'ai faite, je dis les premiers ambassadeurs dans le monde francophone, les premiers ambassadeurs de la religion islamique, c'est les maghrébins. Lorsque quelqu'un il voit un Renoir non, comme mais moi, il y a un si problème. j'ai pas d'apparence Il islamique, y a un il va problème pas se dire que je suis un dans ce que rebelle. vous disiez, c'est Lorsqu'on va que voir Zied, le maghrébin, le maghrébin, et que tu regardes en fait politiquement comment ça marche. Nous, par exemple, au Maroc, en France, par exemple, on a des mosquées à nous. Par exemple, la grande mosquée de Strasbourg, qui appartient au Maroc de façon officieuse, mais ça, tout le monde sait que c'est quelque chose qui est réel. Et de façon très claire, c'est qu'on a nos mosquées à nous, et ça fait partie en fait du projet en fait qu'avait établi Feu Sa Majesté le roi Hassan II sur le fait de construire des mosquées marocaines pour les Marocains. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je rentre dans cette politique Ziad, c'est que au détriment de toi, et bien sûr je ne te reproche rien,
dans le fait que ton cœur s'est penché vers la France et c'est parfaitement ton droit légitime puisque tu es né dans ce territoire-là. Et par conséquent, personne ne peut te créer ou essayer de créer un trouble au sein propre, au sein même de ton identité, puisque pour moi, je trouve elle est cadrée, elle est centrée, tu n'es pas désaxé par rapport à cela. Donc, je tiens juste à saluer cet élément-là. Voilà, merci de le préciser parce que beaucoup, des fois, ne comprennent pas Non, mais parce parmi que, les non, parce que publics ça de tombe, Mohamed Gabil. parce que Ouais, voilà. ça tombe, et là, ce comportement, c'est un comportement tribal, Ouais, et je pense que c'est pas Ziad, c'est pas le bon comportement d'agir de la manière, surtout à ton égard. Moi, je tiens à préciser que la culture tunisienne, je la connais par cœur et je l'applique quasiment tous les jours, hein. Alhamdoulilah. Mais ça m'empêche pas de me sentir plus français que tunisien. C'est Ouais. tout, France. Voilà. C'est ton choix de drapeau. Moi personnellement, mon choix de drapeau, il est très clair. Historiquement parlant, politiquement au Maroc, je me considère de droite, c'est d'une droite islamique, pas une droite terroriste telle on peut l'entendre. C'est-à-dire que moi, je suis pour un retour du sultanat, j'en ai marre du royaume et j'en ai marre du système démocratique qui m'intéresse que très peu. C'est mon avis personnel. Chacun voit midi à sa porte au Maroc et puis voilà. Mais partant de ce postulat, je voulais te répondre sur un fait, par exemple, et le frère Abou Ahmed avait commencé, c'est que, par exemple, quand tu parles de la DDR ou des frères qui travaillent au Bénin ou qui travaillent en Congo RDC ou au Congo Brazzaville, on est dans des pays où il y a un taux de christianisme qui est très important. Tu sais, la DDR, par exemple, Oustaz Diané, c'est un frère qui est Djoula. Et les Djoulas en fait, quand je connais bien la Côte d'Ivoire parce que je suis déjà parti en Côte d'Ivoire et qu'Abidjan, je le connais comme ma poche. Par exemple, lorsqu'on dit tu deviens musulman lorsqu'un BT, par exemple, qui sont chrétiens ou sur certains autres moments animistes, mais ils sont très minoritaires, se convertit à l'islam, on dit qu'il se joue, comme ça s'appelle, il devient un djoula. Il devient un musulman, mais djoula, tu vois. Ils disent pas musulman. Et ça, c'est quelque chose qui est visible. Et ça, ils font un travail, ces frères-là, et qu'Allah les récompense au centuple pour le travail qu'ils font. J'aime beaucoup Stiaz Diané et son petit frère qui l'accompagne. Pour islamiser la Côte d'Ivoire, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui, comme je dis, qui a les fruits tombent toujours. Pour le cas du Maroc, pour le cas du Sénégal, qu'a cité Abou Ahmed, par exemple, au Maroc, nous, dans notre loi, on est, c'est l'islam. C'est-à-dire que dans chaque ville du Maroc, tout à l'heure tu vas parler d'Agadir, dans chaque ville du Maroc, tu vas retrouver une grande mosquée qui va abriter un ouléma et qui va être dans des grands forums, parce que je connais je connais notamment un frère à moi un grand frère à moi qui est ouléma. Et dans chaque ville, tu as un ulama, etc., qui se rejoignent. Donc, il y a un vrai travail spirituel, religieux, qui est mené dans ce pays-là, dont certaines personnes au sein même qui sont très occidentalisées dans la pensée, tu sais, un petit peu wokiste, etc., qui essaient de faire un travail comme ça s'appelle, d'enlever notre islamité au sein même de notre territoire. Moi, je lutte tous les jours contre ces gens-là et je les défie tous les jours en débat. Je vous massacre, je vous bouffe comme un crocodile. Je vous le dis tout de suite. C'est bon le crocodile, juste comme ça. Hein? C'est bon le crocodile. le crocodile du Bayou, c'est ça? Non, moi j'ai mangé du caïman que j'ai une Guyane. Et donc du coup, le travail, il ne se fait pas là. Le vrai travail, tous les jours, j'essaye de militer, que ce soit au sein même par rapport à l'autorité, de faire en sorte que l'islam continue à perdurer dans le cœur des individus et que aujourd'hui il y ait encore plus de Hafid al-Qur'an, qu'il y ait encore plus de cela. Le Maroc fait partie des nations qui comptabilisent un des plus grands nombres de Hafid al-Qur'an. Généralement l'Afrique de l'Ouest aussi, et qu'Allah protège le Sénégal, qu'Allah protège le Mali, qu'Allah protège les pays qui ont encore cette culture d'apprendre le Coran par cœur, etc., etc. Je suis déjà rentré dans des madrasas, des petits enfants qui sont agenouillés un par un, qui ont le système traditionnel des tablettes. Ça, c'est un truc qui perdure. Et alhamdoulilah, il y a un très grand fond qui est en train d'être mené au Maroc. Et ça, moi, c'est une fierté de le dire. Mais après, comme il faut aussi dire qu'il faut être objectif. Il y a des trucs au Maroc où je n'accepte pas. C'est-à-dire que pourquoi on doit accepter l'alcool des Occidentaux dans les hôtels? Ça, c'est des trucs que je n'accepte pas.
quand tu viens dans mon pays, tu dois respecter les règles de mon pays. C'est exactement pareil en France. Moi, quand je suis en France, j'essaie de respecter au maximum. Voilà. Et voilà, je suis comme ça. Par contre, voilà, c'est des choses, il faut être clair là-dessus. Voilà, il faut être objectif. Quand tu parles de quelque chose, quand tu parles de l'histoire, il faut prendre les bons côtés comme les mauvais côtés pour pouvoir avoir un discours qui soit juste. Quand tu as un discours juste, alors tu as une possibilité de clairvoyance qui est très claire. Lorsque vous parlez, par exemple, du Maghreb, le Maghreb, je vais vous le dire de façon très claire, désolé de vous le dire, mais c'est une chimère. C'est une chimère. Celui qui me dit que le Maghreb, c'est une chimère. Le Maghreb, vous avez juste à voir les liens entre le Maroc et l'Algérie. Moi, j'ai vu des familles, et même dans ma famille, c'est impossible qu'un Algérien marie quelqu'un de ma famille. C'est impossible. C'est une réalité, ça. Donc, le Maghreb, c'est quelque chose qui a disparu depuis très longtemps. C'est juste une zone qu'on définit dans le continent africain. Dans le continent africain. Donc, c'est pour ça que moi, et j'incite et je travaille beaucoup sur ça, c'est que je souhaite que pour qu'on ait un débat intellectuel, pour qu'on ait un débat où justement on favorise et on plébiscite les cultures de chaque individu, que ce soit des Camerounais, que ce soit des Gabonais comme le frère Mohamed Lamine, que ce soit il faut qu'on parle d'ethnie, de culture ethnique, et non pas de Maghreb, d'Afrique noire, etc., etc. Parce que c'est comme ça s'appelle, ça fédère une multitude d'idéologies totalement nauséabondes et il n'y a pas de compréhension. Moi, je suis plus apte à comprendre, par exemple, la culture d'un Bambara ou la culture, par exemple, d'un Soussou, etc., etc., que, par exemple, lorsqu'on me dit noir. Pour moi, c'est vague et on peut vite tomber enclin dans des parallèles dans des mots qui ne sont pas bons. Et c'est pour ça que moi, la première des choses de pourquoi moi je ne suis pas du tout d'accord avec Bassem Braiki, c'est parce que lui, il souhaite réunir cette pseudo-maghrébinité, etc., qui n'existe pas, avec un mot maghrébinisme qui en réalité ne veut strictement rien dire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc moi je le dis, et je suis profondément fier de mon pays, alhamdoulilah. Et puis comment ça s'appelle, j'invite tout le monde à venir dans mon pays, etc., etc. D'ailleurs, j'ai une très belle histoire parce que je pense qu'il faut prendre des exemples. Il y a même pas 3 jours de cela, et c'est pas de l'ostentation de le dire parce que je pense que ça va permettre aussi un petit peu de réveiller certaines personnes. Il y avait un Soniké, pas un Soniké, pardon, un Wolof qui était en situation irrégulière dans son territoire. Et il m'a parlé de sa mère qui, ça fait très longtemps qu'il a pas parlé avec elle, et c'était très triste parce que il en pleurait même. Alhamdoulilah, je lui ai acheté un téléphone pour qu'il puisse parler avec sa maman, qu'il puisse appeler le territoire. Je pense que lorsqu'on rentre dans ce précepte-là de fraternité au sein même de notre qu'on s'appelle, en sortant même de notre cadre culturel et en prenant cette universalité islamique que je reconnais et que j'accepte pleinement, alhamdoulilah, je pense que ça nous ouvre à des débats éclairés. Mais par contre, quand il parle, par exemple, je lui dis, il est passé par le Maroc et je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas que tu me fasses un discours à la mort moelleux. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es senti bien au Maroc? Il m'a dit, oui, je me suis senti bien. En fait, il faut comprendre que l'immigration illégale au Maroc, parce que beaucoup de personnes ici sur le chat sont vraiment désagréables ou soit sont très butés parce qu'ils réagissent avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'émotivité, c'est que vous allez trouver des gens qui sont des migrants illégaux qui vont se faire agresser par des Marocains, etc., etc. Et ça, c'est un truc à condamner de façon très claire, et c'est très clair. Et d'autres qui vont dans leur périple pour aller en Europe, qui vont strictement rien subir. Et lui m'a témoigné en jurant 3 fois par Dieu qu'il n'a strictement rien eu. Il a plus eu de gens qui l'ont aidé dans mon territoire, des Mrarba qui l'ont aidé, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire du cas par cas. Il faut faire du cas par cas